Quand tu joues dans des clubs comme l'Olympique de Marseille, où il y a une attente, où il y a des grosses personnalités, où il y a une pression énorme, à un moment donné, je ne pouvais pas être moi-même et j'étais obligé à un moment donné d'être pas le mec sympa. Mais je sais que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de gentil. Mais je ne pouvais pas montrer cette facette-là parce qu'autrement, on te mange tout le corps après. Donc, c'était dur, hein, il ne faut pas croire, hein, j'en ai pleuré. Là où j'ai réussi à passer le cap de tout ça, c'est l'insouciance, la peur de rien, ma passion pour le football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. Si son surnom est Petit Vélo, c'est plutôt après le Cybertruck de Tesla que notre invité devait être nommé. Par sa résistance à toute épreuve, sa capacité à surmonter tous les obstacles, même les plus inattendus, son mental en acier trempé, il a courageusement transformé son rêve en réalité. Passé par le centre de formation des Girondins de Bordeaux, puis par les championnats amateurs, c'est à l'Olympique de Marseille qu'il change de braquet, éblouissant la France puis l'Europe à coups de golasso contre les gros du continent. S'en suivront un championnat de France, 3 coupes de la Ligue, un passage en Russie, à l'OL, en Turquie puis à Chypre et pas moins de 55 sélections en équipe de France. Il incarne la quintessence de la résilience et de la grinta. Notre légende est aussi un homme franc, atypique, généreux, sûr et en dehors du terrain, bosseur et passionné. Comme un diamant sous pression, il se sublime et assume parfaitement son côté un peu bling-bling qu'il décrit lui-même comme une carapace vis-à-vis de l'extérieur. Notre invité aujourd'hui, Guillaume, c'est Mathieu Valbuena, bien entendu. Mathieu, nous sommes ravis de t'accueillir dans le podcast des légendes. Déjà, d'avoir quelqu'un de moins de 50 ans, c'est quand même, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas avec Michel. Mais alors, une carrière aussi éblouissante en équipe de France, c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait rêver. On est ravis de t'avoir. Donc, mets-toi à l'aise. Le plaisir est partagé, on va dire. Bon, très bien. Écoute, on va passer un bon moment ensemble. Ok, super. Bienvenue Mathieu. Est-ce que tu peux nous raconter comment est venue pour toi la passion du foot ? La passion du foot, elle est venue naturellement parce que mon père était entraîneur. J'habite dans une banlieue à Blanquefort, à Bordeaux, c'est Blanquefort. Et j'ai été baigné tout de suite dans le foot. Donc, quand je suis né, ma mère suivait mon père comme il était entraîneur en amateur. Et à Blanquefort, en DH, c'était une division d'honneur. Avant, on les appelait comme ça. Et j'ai suivi mon père dans le berceau avec ma mère. Et puis, je pense que la passion du foot a été naturelle. J'allais voir tous les matchs. Enfin, j'allais pas le regarder, j'allais plutôt moi jouer à côté. Mais c'est vrai que je pense que la passion du foot, elle est venue naturellement. Alors, ce qui est rigolo, ce que tu dis dans ton livre Mon parcours du combattant, tu dis qu'en fait, au début, le poste qui t'attire le plus, c'est le poste de gardien de but. Ouais, c'est vrai que j'aimais beaucoup. Je me rappelle quand mon père entraînait. Bon, tu sais, quand on est gamin, on n'a pas trop envie de regarder les matchs, c'est plus ennuyant pour nous et on a envie plus de se défouler à côté. Et puis j'allais jouer avec des copains et ben, j'adorais me rouler dans la boue. Alors, je pense que ça faisait pas les affaires de ma mère pour faire les machines après, mais c'est vrai que petit à petit, je pense que c'était pas mon poste de prédilection parce qu'à partir du moment où déjà je suis petit, donc quelque part c'est handicapant quand tu es gardien, mais c'est vrai qu'au début, oui, j'adorais être gardien. Et c'était qui tes modèles ? C'était parce que dans ton livre, tu parles de Gaëtan Huard, de Joseph-Antoine Bell. C'était qui pour toi le gardien qui te faisait rêver ? Bah, c'est vrai que Gaëtan Huard et Joseph-Antoine Bell ont été des gardiens de but qui m'ont fait rêver au tout début parce que en tant que Bordelais, ben, j'allais souvent les voir. Je faisais aussi Cap Girondin, donc j'avais eu la chance de pouvoir m'entraîner avec eux, de pouvoir les côtoyer vraiment de très très près. J'avais trouvé des très très belles personnes, deux gardiens qui m'ont marqué dans mon enfance. Et t'étais un gros fan de Bordeaux ? Oui, un gros fan de Bordeaux parce que déjà j'ai fait toute ma formation à Bordeaux. Je suis arrivé au Girondins de Bordeaux à 8 ans, de Blanquefort au Girondins de Bordeaux et j'ai fait 10 ans. J'ai fait 10 ans et je l'ai quitté à 18 ans. J'allais voir tous les matchs des Girondins de Bordeaux. Sa grosse épopée que tout le monde se souvient contre le Milan. J'ai été ramasseur de balles contre Marseille. Je t'avouerai que Marseille, c'était pas. C'était pas ton club là, à ce Le cœur, moment-là. c'est pas dans les cœurs des Bordelais.
Ouais. Et je me rappelle, j'avais fait mon premier ramasseur de balles contre Marseille. Et quand Bordeaux avait gagné 4-1, je m'en rappelle, avec la réduction du score de Christophe Dugarry. Et on était comme des fous derrière en ramasseur de balles. Et on était tellement heureux parce que c'était un match qu'on attendait depuis le début de la semaine. Et puis pour nous, c'était quand même un rêve de pouvoir faire un ramasseur de balles. Donc, ouais, j'ai fait toute ma formation à Bordeaux. Tous les week-ends, j'allais au match avec mon père, D'accord. Parc l'Excure. Donc je connais ouais, tous les joueurs bordelais dans ces années-là. Tu avais un maillot floqué d'un joueur ou tu avais un maillot spécial, à part UR et Bell, c'était un Non, peu. non, j'avais le maillot des Journées de Bordeaux et puis chaque entraînement, j'allais les voir jouer et enfin, D'accord. à chaque entraînement, j'y allais et je prenais à chaque fois une photo, c'était avec Vicente Lizarazu, avec Richard Vichgueux, que ça soit ouais, Dugarry, il y avait Zidane, ouais, il y avait du beau monde, quoi. C'était une époque qui m'a fait rêver parce qu'on avait eu aussi la chance de pouvoir faire Cap Girondin. Chaque joueur pouvait s'entraîner avec nous et participer à un entraînement. Et pour les gamins, c'est incroyable. On avait des pépites dans les yeux et c'est vrai que on avait des étoiles et c'était incroyable. Donc maintenant, on se rend compte que quand on a été de l'autre côté de la barrière, l'effet que ça peut avoir pour les jeunes. Et Pour toi, les tu Alors fais jeunes. attention justement, maintenant, justement? Tu fais attention à ça, justement? Ouais, moi, je pense que c'est important. Je pense que c'est important aussi de pouvoir être proche de ces jeunes qui te regardent avec des étoiles dans les yeux et qui se disent peut-être qu'ils vont te croiser qu'une fois. Nous, on a eu la chance de pouvoir s'entraîner avec ces joueurs-là. Mais ouais, je pense il faut faire attention. Moi, j'ai toujours essayé d'être le maximum accessible. On n'est pas toujours de la bonne humeur. Mais c'est Oui. vrai qu'il faut se dire aussi que ces genres de personnes, peut-être ils te verront une fois dans leur vie et malheureusement, quand tu n'es pas dans un bon jour, ils garderont peut-être cette mauvaise image de toi, que tu n'as pas été peut-être le plus sympa ou le plus abordable. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage dans notre métier, mais c'est vrai que se montrer le plus accessible, c'est hyper important. quand tu commences à 8 ans, déjà, quand tu es pris, alors je sais que tu fais un gros match avec ton club, et les Girondins te repèrent, tu marques 2 buts ce jour-là. Est-ce Mhm. qu'à ce moment-là, tu as déjà une petite, dans un petit coin de ta tête que tu veux faire carrière dans le foot, que c'est déjà clair dans ta tête? Non, je t'avouerai que c'était beaucoup plus pour le plaisir. Je pouvais pas me dire à cet âge-là, je veux être professionnel à tout prix. Et mes parents m'ont jamais mis ça dans ma tête. D'accord. Je pense que ça a été plus pour le plaisir. J'ai intégré une école à Royan qui s'appelait Émile Zola, où il y avait des horaires aménagés pour nous, pour s'entraîner tous les jours. Donc voilà, c'était quelque chose pour moi de nouveau. J'étais pas au centre de formation parce que j'étais comme au centre de formation, mais je dormais à la maison, ce qui était l'avantage D'accord. aussi d'être proche de ma famille, parce que de chez moi à Ouayan, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Donc du Ok. coup, tout était réuni. Je faisais l'école et après l'école, je m'entraînais tous les jours. Mon père venait tous les jours me regarder à l'entraînement. Donc, voilà, je crois que j'avais un équilibre familial aussi. Et puis, voilà, tout était un petit peu, voilà, tout était bien, mais je ne pensais pas tout de suite à pouvoir évoluer en pro, même tout le long hein, de mon parcours à Bordeaux. C'est après, quand j'ai réalisé qu'à 18 ans, ben, je devais quitter un petit peu Bordeaux, ça m'a mis un petit peu un coup, mais avant, non, j'ai pas, je jouais vraiment pour le plaisir. C'est quoi les qualités de Mathieu Valbuena à 10 ans? À 10 ans, c'est râleur, c'est râleur déjà, après c'est technique, Ouais. c'est technique, c'est centre de gravité, c'est marquer des buts, faire des Ok. choses différentes. Bah, souvent, c'est à double tranchant. Quand tu es petit et beaucoup plus petit que les autres, Mhm. c'est à double tranchant. On te voit, si tu es bon, ben, on va vite te repérer. Si tu n'es pas bon, tu n'as rien à faire là, on va vite te repérer aussi.
Donc, quelque part, j'avais une morphologie qui n'était pas développée, qui a tardé à se développer, ce qui m'a coûté aussi le fait de ne pas pouvoir continuer au Girondins de Bordeaux, de ne pas passer le cap. Je m'en rappelle, bon, Rio Mavuba avait fait, c'était mon capitaine, qui avait fait une interview il n'y a pas si longtemps, qui avait dit que tous les tournois qu'on faisait, je remportais toujours le trophée du meilleur joueur, que ce soit au Camp des Loges, que ce soit à Vauvert, tous les tournois un petit peu internationaux. Et je m'en rappelle une anecdote parce que celui du Camp des Loges, qui était quand même un tournoi quand même assez réputé, j'avais fini meilleur joueur, mais je ne pouvais pas aller chercher la coupe parce qu'elle était trop lourde pour moi. Donc, ça a été incroyable. Non, mais Ouais, c'est incroyable. pour te dire que j'ai revu des images, des vidéos, parce que je sais que ma sœur filmait Les matchs. tous les matchs, tous les tournois, et les plateaux que je faisais aussi en débutant quand j'étais à Blanquefort. Et c'est vrai que ce tournoi-là, à l'évidence, je ne pouvais pas aller récupérer ce trophée-là parce qu'il était vraiment trop lourd. À 18 ans, ça a été à un moment donné un peu compliqué pour moi, même si j'étais techniquement au-dessus de la moyenne. Mais faire des matchs en CFA, à la porte de l'équipe première, ça a été un peu compliqué. Mais bon, souvent, des fois, il faut avoir de la patience. Ouais, donc à 18 ans, tu t'es recalé par les Girondins. C'est un peu l'époque où la formation mise l'accent sur le gros gabarit, quoi. C'est vraiment un petit peu avant l'émergence de l'équipe espagnole où c'est des petits gabarits hyper techniques. Et donc là, on te fait comprendre, 10 ans après avoir passé 10 ans, que tu vas pas rester. Et ce qui m'a surpris et ce qui est d'autant plus brutal dans ton livre, c'est que d'une part, tu n'es pas pris au niveau sportif, mais en plus, on te dit en gros que tu dois te désinscrire de l'école. Tu faisais un BEP en même temps. Et on te dit, bon, bah voilà, écoute, faut aussi que tu partes de l'école. Donc, c'est un peu la double peine, quoi. Et Ça a été compliqué parce que, tu sais, je pense que pour moi, parce qu'à 18 ans, tu as un mental, t'as pas un mental d'acier. Je pense que aussi pour mes parents, c'est un peu aussi, c'est un peu une claque, même s'ils essayent de ouais. pas trop te le montrer. Euh, voilà, je pense que Philippe Lucas, qui m'a annoncé cette nouvelle-là, ça a été très dur pour moi de l'accepter parce que j'en ai pleuré, parce que j'ai vu tous mes copains, c'est-à-dire la génération 84, Marwan Chamak, Rio Mavuba, Pablo Francia, qui eux étaient déjà un petit peu euh, avec les pros. Ils étaient en CFA, mais ils s'entraînaient tous les jours quand même avec les pros. Ça a été dur pour moi. À l'époque, c'était Garcia, l'entraîneur de la réserve. C'était Bibop qui était entraîneur de la première. Ça a été un vote à l'unanimité. J'avais fait deux matchs en réserve où ils n'ont pas été terribles. Ça, je le reconnais. Mais parce que je jouais contre des gens qui étaient aguerris. Je n'avais pas encore développé ma morphologie à cette époque-là. Donc, quelque part, ils n'ont pas cru en moi. Il fallait que je passe par d'autres étapes. Et je savais que mon rêve était fini parce que tout souvent, on a envie de réussir dans son club formateur et ça n'a pas été le cas. C'est un scénario auquel tu t'attendais. Ça t'avait jamais effleuré l'esprit que l'aventure avec les Girondins pouvait se terminer du jour au lendemain comme ça? Non, je pense que c'était une claque. Ouais. C'était une claque. Je savais qu'il devait avoir. On devait nous informer à partir de mars-avril de cette information-là. On savait très bien. Mais non, c'était une claque parce que je voulais continuer. C'était dur parce qu'après, il fallait retrouver une école. Tout a été dur parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment j'avais que le foot en tête. Donc, ça a été dur de passer à l'après, quoi. Et Ça a été c'était dur. quoi tes études en parallèle du foot? Moi, je faisais un BEP vente action marchande. Donc, il fallait continuer aussi ben voilà, tout simplement avec l'école. Est-ce que tes études te Oui, plaisaient? oui, ça me plaisait, mais moi, j'avais qu'une idée, c'est le foot, quoi. C'est le D'accord. foot, ça me plaisait, bien évidemment, mais voilà, après, vous savez, quand on a une idée, moi, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et c'est vrai que on m'a tendu la main, c'est Alain Jagonneau qui m'a tendu la main, directeur sportif à l'époque de Langon 47, et qui était au Greta aussi. Oui. Et le Greta, et c'est vrai que je pouvais continuer il m'a tendu la main pour le club,
qui jouait en CFA2. Donc, je passais de l'entraînement tous les jours à 3 par semaine. Ouais. Et puis de continuer mes études aussi, parce qu'il était au Greta aussi, c'était quelqu'un qui travaillait aussi là-bas. Donc, j'ai sauté sur cette occasion-là. Ça m'a permis de pouvoir un petit peu m'aguerrir dans le monde amateur, mais de rencontrer des équipes assez costaudes et puis pour m'aguerrir. Alors, ce que tu omets, c'est que donc tu dois un peu refaire tout un cursus, tu dois te remettre dans un autre chemin, on va dire, que celui dans lequel tu te destinais, mais en même temps, tu fais un peu le tour de France des centres de formation pour essayer d'aller ailleurs. Et à chaque fois, tu es recalé. Est-ce que c'est chaque fois à cause de ta morphologie ou est-ce qu'on te donne d'autres raisons à l'époque? Quand j'ai parlé avec Philippe Lucas, ils étaient dans l'unanimité, mais lui, il était contre ça parce qu'il voulait vraiment me garder. Philippe Lucas, j'ai eu des très très bonnes relations avec lui. C'est lui qui m'a tout appris dans le football. Et il était un des seuls à ne pas être d'accord avec cette décision-là. Mais à partir du moment où à l'unanimité, ils voulaient pas que je reste au Girondin de Bordeaux, je pense que c'était par rapport à mon. C'est pas que je pense, on me l'a dit que c'était par rapport à mon physique et qu'ils pensaient pas que à cette époque-là, je pouvais tout simplement avoir les exigences du haut niveau, physiquement déjà. En tout cas, pour les Girondins de Bordeaux, c'était mort. Est-ce que d'un seul coup, ton amour pour le club a bougé? C'est-à-dire, est-ce que tu en as voulu à Bordeaux en tant qu'institution, pas les personnes, mais le club de Bordeaux, d'un seul coup, est-ce que tu n'avais pas du mal à regarder les matchs ou des choses comme ça, ou ça allait? Un petit peu, ouais. Un Ouais. petit peu, ouais. Ah, je Un petit comprends. peu, ouais, parce que c'est beaucoup de gens que j'ai côtoyés. Alors, peut-être pas dans le monde pro, parce que à l'époque, Eli Bob, lui, il avait son équipe première, mais d'avoir aussi tout simplement un peu plus de patience. Mais à partir du moment où, quand tu es dans la génération 84 et que tu vois tous tes confrères être déjà aux portes de l'équipe première, c'est compliqué. Et peut-être qu'aussi, ça a été un mal pour un bien. Mais c'est vrai que oui, j'en ai voulu. Bon, après, peut-être que si j'ai été passé, je serais Oui, passé pro en Bordeaux, peut-être que j'aurais pas fait cette carrière-là. bien Il sûr. faut toujours voir du positif. Mais c'est vrai qu'à 18 ans, ça a été dur parce que même Rio Mavuba, quand je lui ai annoncé, il était dégoûté. Et ça a été dur. Mais après, je pense que, tu sais, l'insouciance a fait que il fallait rien lâcher et que je suis passé par d'autres étapes, quoi. Et Ouais. dont après l'Angon-Catis. Tu vas à Guingamp, à Tours, à Amiens, à Romorantin, donc tu fais un peu le tour de France. À chaque fois, c'est claque sur claque. Et tu as le courage quand même de continuer, de te dire je vais continuer ma carrière parce qu'il y a quand même énormément de joueurs qui, dans ta position, qui auraient arrêté. Donc, est-ce que c'est Oui, l'environnement familial, c'est ton caractère à toi? Raconte-nous un petit peu ce qui te permet de conserver ce rêve dans un petit coin de ta tête. j'ai eu beaucoup de joueurs en réserve, en CFA à Bordeaux, qui avaient un talent franchement monstrueux, franchement D'accord. de la génération 84, mais qui ont envie de baisser les bras. Qui ont envie de baisser les bras. Et c'est vrai que moi, j'aurais pu baisser les bras. Oui, Franchement, bien je sûr. t'avouerais que j'aurais pu. Mais ouais, parce que tu sais, à 18 ans, bah, des fois, l'été, tu as envie de plutôt aller à la plage, aller, tes copains, copines, c'est l'âge, quoi. Donc, et c'est vrai que Normal, ouais. mon équilibre familial et surtout mon père a toujours été derrière moi, m'a pas lâché. C'était quelque chose de très important. Je pense que mon père, s'il me voyait vraiment au canapé toute l'après-midi, il me disait ah non, tu vas aller courir ou tu vas t'entraîner seul ou je suis là si tu veux. Et je suis parti des fois m'entraîner seul, sans gardien. Il me faisait des centres, des reprises de volée. J'allais courir. Je pense qu'il m'a inculqué cette notion de travail, de Mhm. valeur de travail, qui ont fait que j'ai pas lâché. Et d'avoir cette opportunité de Longon Cates. Alors, c'est vrai que c'est dur quand tu t'entraînes tous les jours, tu es presque dans un mode pro et dans un système comme celui-là, et puis tu te retrouves à t'entraîner 2 voire 3 fois par semaine sur un terrain champêtre. C'est compliqué. Mais j'ai continué et puis j'étais encore à un âge où je pouvais encore espérer quelque chose. Mais j'ai fait plein d'essais, hein. Tu l'as dit avant. J'ai fait à Guingamp. Ils m'ont emmené en voiture
à Romorantin, mon père, ma mère. À Guingamp, j'ai fait les essais où tu as deux équipes et c'est que des nouveaux joueurs. Et puis on voit Oui. ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. Ils sont jamais revenus vers moi. Donc voilà, ils m'ont soutenu. Ça n'a jamais mordu, ça a jamais. Voilà, ça a toujours été une réponse négative. Et tu n'avais pas d'agent à cette époque-là? Non, 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 j'avais pas d'argent. J'avais pas. C'est vrai que c'était Philippe Lucas qui m'avait trouvé, entre guillemets, cet essai pour Guingamp. D'accord. Guingamp voulait voir des joueurs à l'essai, donc il faisait un match amical. Tu arrives en CFA2, ça se passe pas mal pour toi. Est-ce que tu gardes le plaisir du foot à ce moment-là ou est-ce que dans une situation où il y a un petit rejet ou un petit dégoût Non, franchement, il y a toujours eu du plaisir. Jusqu'à maintenant, hein, mais toujours eu du plaisir à jouer au foot. Et D'accord. pourtant, du plaisir, quand tu vas jouer à Luzenac, à Carcassonne, à Ouais. Toulouse-Fontaine, je peux te dire que tu en prends des boîtes, hein. Et par des joueurs aguerris. Parce qu'il y en a, c'est Ouais. des pères de famille, il y en a, c'est des, tu vois, ils ont quand même 26, 27, 28 ans. Euh, c'est quand même costaud. Mais plus je prenais des coups, en fait, plus je pense que j'aimais, en fait. Ça m'a aguerri, ça m'a permis de me dire, voilà, t'es aguerri pour ce monde senior, entre guillemets. Et puis j'ai fait cette année-là comme ça. Voilà. Et après, ça s'enchaîne assez rapidement puisque effectivement, c'est Libourne Saint-Seurin qui te recrutait à l'issue de la saison 2003-2004. Ouais, parce qu'en fait, on avait fait un match de Coupe de France contre Langon et Libourne. Et puis ça s'était bien passé pour moi. J'ai fait un super match. Et je m'en rappelle, c'était Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de Toulouse, de Libourne. Du coup, je lui ai tapé dans l'œil. Et puis vraiment, ils voulaient tout simplement m'avoir dans leur rang parce que je savais aussi très bien qu'ils avaient une équipe en nationale et une équipe en CFA2. Quelque part, le fait d'aller à Libourne, c'était aussi, comment te dire, c'était aussi retrouver un schéma professionnel parce que Bien sûr. je signais en national. C'est des entraînements tous les jours. C'est le monde semi-professionnel. Donc, quelque part, c'est revenir à une bascule, revenir à quelque chose qui avait été fait avant avec les Girondins de Bordeaux. Hmm. Donc, mais j'avais eu des propositions après Langon 4-16, des propositions pour aller signer à Arcos au Portugal. C'était du national Portugal, mais c'était des D'accord. contrats professionnels, hein. Contrats Ah oui, d'accord. professionnels. Mais pour moi, dans ma tête, c'était après Langon, enfin, toujours été le cas, c'est-à-dire que je veux être professionnel, c'est de vivre de mon métier. Et pour moi, c'était le cas à Arcos, j'étais prêt à signer là-bas. Surtout que Et tu gagnes après, plus. C'est ça, t'as une offre en tout cas monétaire qui est supérieure au Portugal que ce que Libourne te propose. Donc tu choisis vraiment j'avais le le double. challenge sportif. J'avais le double, Ouais. pour te dire, je vais être honnête avec toi, j'avais 1 500 € à Libourne. D'accord. Et donc, du coup, j'ai signé. Franchement, le Portugal, c'est tentant, c'est à l'étranger. C'était une aventure, mais peut-être trop tôt, trop jeune. Et puis, c'était mieux de basculer, d'aller à Libourne-Saint-Seurin, ou plus structuré, aussi à côté de la maison. Bien sûr, plus proche de ta famille. J'étais d'accord avec ce que disait mon père, mais c'est vrai que c'était pas le moment du tout Hmm. et que je pense que du national à Libourne-Saint-Seurin, retrouver un rythme professionnel avec des entraînements tous les jours, c'était un bon choix. Puis je savais qu'aussi j'avais une équipe réserve qui jouait en CFA2, donc si ma première année je pouvais pas jouer en national, je pouvais tout simplement aller aussi en équipe de réserve et c'est Ouais. ce qui est fait. La première année a été plus comme ça, on va dire. Tu habites toujours chez papa-maman quand tu es à Libourne. Toujours, toujours, toujours. Après, j'avais ma voiture, mais on faisait du covoiturage. Et puis ma première année, je l'ai faite comme ça, ma deuxième année aussi. Et ma première année, ben, souvent des rentrées nationales. C'était avec Menot, l'entraîneur. Ma première année a été souvent dans le groupe et souvent des rentrées. Et souvent le lendemain, ben, tu vas jouer en réserve. Et puis de continuer un petit peu ce processus-là, de m'aguerrir aussi encore. Et puis il y a eu ce match aussi de Coupe de France la première année contre Monaco, avec cette grande époque de Monaco en 2004. Je suis rentré, ça aussi, ça m'a mis aussi en valeur. Donc voilà, ma première année a été beaucoup plus
entre des allers-retours avec l'équipe première nationale et la CFA2, mais c'est surtout retrouver un rythme de tous les jours des entraînements. Alors, quand tu joues ce match de Coupe de France contre Monaco, tu joues contre Evra, qui va être ton futur capitaine en équipe de France. Est-ce que tu t'imagines dans tes scénarios les plus fous que vous allez être coéquipiers ensemble en Coupe du Monde Non, quelques années plus tard? non, jamais. Jamais, mais c'est ça qui est le charme de, de mon parcours. Ouais. Non, jamais. Ben, pour moi, jouer déjà contre Monaco, j'avais même demandé les maillots de Monaco à la fin du match. Tout le monde l'avait donné. Donc, j'étais venu mendier dans les vestiaires. Ils avaient tous donné. Ils se sont dit, mais c'est qui lui? Et donc, non, je me rappelle, c'était la grande époque de Monaco. En plus, ils avaient mis une grosse équipe. Et, et de me dire qu'après, Didier, ça allait être mon sélectionneur, entraîneur et sélectionneur. Bien sûr. Non, jamais, jamais, jamais. Mais je me rappelle ce match-là, on le perd 4-2 et tout. Et je me rappelle parce que mon premier ballon, je le dispute avec Evra à la tête. Mon premier ballon avec Libourne. Et, quand j'étais en équipe de France, je viens de reparler. Il me dit, oh, mais je me rappelle cette action, ce petit feu follet là qui est rentré et tout. et, et voilà, c'était des discussions qu'on a eues et tout. Mais c'était un moment assez incroyable parce que de jouer devant, on avait joué, je pense, je me rappelle, devant 10 000, 12 000 spectateurs. C'était un match incroyable. Donc, c'était un super souvenir. Ouais. Tu passes en quelques mois t'es vendeur de chaussures chez Intersport à joueur de Libourne professionnel qui joue contre des pros. Est-ce que du coup le rêve commence à prendre forme ou est-ce que ton entourage continue à te dire qu'il faut que tu gardes la tête froide, que rien n'est encore acquis et ce genre de choses? Didier Tolo, quand il est arrivé pour la deuxième année, m'a dit voilà, je veux construire mon équipe autour de toi, je veux que tu sois mon numéro 10. Et puis au final, j'ai joué tous les matchs. J'ai été performant, j'ai pris énormément de plaisir. Je me suis encore entraîné tous les jours, donc je me suis bien aguerri. Et puis on est monté en Ligue 2. Et donc, du coup, on fait une grosse saison. Et c'est là où petit à petit, là, j'ai commencé à avoir un agent qui me disait voilà, il y a des émissaires de Rennes, d'Auxerre, de Dijon, de Marseille. Et donc du coup, alors des fois, il ne me disait pas tout, parce que je pense que pour pas un petit peu me perturber dans la tête. Mais c'est là où tu te dis après, ouais, mais quand j'étais sur un terrain, je ne pensais pas du tout à ça. En fait, moi, je me rappelle à cette époque-là, il y a 20 ans, j'étais vraiment insouciant. Quoi. Tu pouvais me dire ce que tu voulais, qu'il y avait n'importe qui dans les tribunes, j'allais jouer mon match comme j'en ai envie, comme je sais faire et sans arrière-pensée. Du coup, après, quand on m'a dit qu'il y avait Marseille, au début, je ne voulais pas trop le croire. Mais après, quand tu vois les personnes et quand tu rencontres José Amigo, quand tu rencontres vraiment qu'il y avait des émissaires de l'Olympique de Marseille, tu te dis là, on est dans le réel. Et personne de Bordeaux? Non. Non. Ouais, je pense qu'ils me regardaient de loin, mais ouais, c'était pas très loin. Mais non, personne de Bordeaux. Et donc Marseille, le rêve prend forme et puis assez rapidement, tu signes là-bas. Ton statut change complètement. Tu passes d'un salaire de 1 700 € par mois à 18 000, donc tu multiplies ton salaire par 10. Et tu racontes de manière assez émouvante dans ton livre justement comment quand tu arrives pour la première fois dans le vestiaire marseillais, que tu as pas mal de joueurs qui sont avec leur sélection à ce moment-là, mais que tu sais pas vraiment où te placer. Tu as encore cette humilité ou cette naïveté ou cette modestie. Tu sais pas vraiment où est ta place, quoi. Raconte-nous un petit peu Oui, ces c'est premiers vrai pas. que quand je signe à Marseille, déjà, Eden, c'était peut-être pas le choix qu'aurait fait mon père. Je me rappelle parce que j'avais eu Rudy Garcia au téléphone quand il était à Dijon. J'ai eu un rendez-vous à Paris avec Pierre Redré aussi. Elle était à Ah oui, Rennes. aussi. Et puis, forcément, j'avais l'Olympique de Marseille. Et mon père avait dit, mais moi, je préfère tailler à Rennes parce que Rennes, c'est plus dans la formation. Et Marseille, ça reste un grand club, il y a des grands joueurs. Et c'est difficile de se faire une place. Et moi, je lui ai dit, écoute, franchement, tu es à Marseille une fois, peut-être ça ne se présentera pas deux fois.
je vais opter pour Marseille. Parce que c'est comme ça. En tant que Bordelais, ça fait bizarre d'entendre dire ça, mais je pense qu'à un moment donné, Bordeaux m'a plus voulu. Et il faut tenter. Il faut tenter et d'avoir le culot, l'audace. Et donc, je suis parti signer 3 ans à Marseille. Mes parents m'ont accompagné. J'ai signé mon contrat de 3 ans dans le bureau de Pape Diouf. Donc, c'était quand même assez bizarre et très impressionnant de les voir pour ma signature. Je pense que ça a été vraiment un vrai bond en avant, quoi. Là, on savait que les choses sérieuses allaient commencer. Mais il n'y a jamais eu d'enflammade au niveau de mes parents. Ils m'ont dit, voilà, maintenant, on est là, mais le plus dur arrive. Il faudra que tu sois bon, il faudra que tu sois sérieux, même s'ils n'en doutaient pas. Et les choses sérieuses commencent. Tu sais très bien que tu ne vas pas jouer tout de suite. Donc, il faudra faire preuve de patience, de bosser, de travailler. Et voilà, c'était ça le discours. Et je pense qu'il y a eu un petit peu de la crainte aussi au niveau de mes parents, parce que quand tu arrives et tu fais un saut direct comme ça, et quand tu vas à Marseille, je quitte mon domaine familial, parce que je le quitte. C'est à ce moment-là que je le quitte, parce que j'ai toujours été chez mes parents. Et ça peut faire un peu peur pour mes parents. Donc, du coup, quand tu fais le bond de Marseille, comment je vais m'adapter, changer d'environnement avec des grosses personnalités dans un vestiaire. Voilà, comment je vais m'adapter. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'appréhension pour mes parents. Moi, j'ai toujours été dans l'optique de l'insouciance. Je vais jouer au foot, j'ai signé professionnel, je suis content. Mais je continue ma marche en avant. Le bon, il est dingue quand même, parce que tu passes de national à la Ligue 1, et de la Ligue 1 surtout, pas au club où tu as au niveau de la passion autour de l'équipe, qui est la plus dingue, Bien peut-être sûr. même une des plus dingues d'Europe, quoi. Donc c'est multiplié par Et 150. c'est Il y a et vraiment c'est pas pour de comparaison possible. Et c'est pour ça, je reviens à ce que tu viens de dire, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, parce que ce choix-là, je savais que j'avais rien à perdre d'aller à Marseille et que j'avais tout à gagner. Tu joues pas à Marseille, c'est différent si tu joues pas à Rennes. Donc, mais par contre, si tu joues à Marseille et que tu joues bien, là, ça peut faire quelque chose de pas mal. J'ai fait ce choix-là et je m'y suis tenu. Et puis voilà, après, je savais que le plus dur allait arriver et qu'il y avait des grosses personnalités dans ce vestiaire-là. Donc voilà, ça a été dur, mais il a fallu s'accrocher. Alors raconte-nous un petit peu, au-delà du challenge sportif, tu quittes l'environnement familial pour la première fois, tu es un peu livré à toi-même dans une grande ville, où tu fais partie de ton statut change complètement puisque tu es joueur pro à Marseille. Alors effectivement, personne ne te connaît encore au tout début, mais raconte-nous un petit peu comment se passent tes premières semaines où tu es vraiment indépendant. C'est vraiment pour la première fois que tu vis ta vie d'adulte, où tu vis Mhm. de ton travail et où tu as ton statut qui a complètement changé. Je suis parti avec mon meilleur ami que j'avais à Bordeaux. Je me suis dit, tu me suis à Marseille? Il me dit, vas-y, je te suis. Il m'a suivi. Et c'est vrai que moi, c'était mieux d'être à deux que tout seul. Bon, maintenant, il vit toujours là-bas et c'est magnifique. Ça s'est très bien passé. J'ai pris mon appartement. Alors, j'ai toujours contact avec mes parents parce que j'ai toujours été proche. Mais c'est vrai qu'après, oui, il fallait une forme de maturité. Parce qu'après, tu avais un vestiaire, tu avais des grosses personnalités dans ce vestiaire aussi. Donc, je me rappelle avoir croisé Fred Dehu d'entrée. J'avais pris le casier de Fabien Barthez. On m'avait dit non, mais ça, c'est le casier de Fabien Barthez. Déjà, je vais le prendre. Voilà, il était parti. Donc, bon, voilà, j'avais quand même des étoiles, quand même, tu vois, Oui. mais quelque part, peut-être, je l'ai trop montré. Ah À un oui? moment D'accord. donné. Ouais, je pense qu'à un moment donné, je l'ai trop montré. J'ai trop montré quand tu arrives de national, j'ai trop montré peut-être Le côté de fan un respect. peu. Il y avait du respect, mais peut-être trop gentil, D'accord. trop, je pense, dans le monde de Bisounours. Ils vont m'aider à m'acclimater, à me sentir bien. Or que, je dis pas, ils étaient tous cool, mais à un moment donné, c'est la jungle à l'intérieur. Il n'y a pas d'amis. Et c'est vrai que et moi, j'ai été un peu trop. Alors, j'ai rencontré des très belles personnes,
avec qui je suis très ami aujourd'hui, c'est Ronald Zubar, qui est arrivé en même temps que moi. Lui et Jacques Fati, je me rappelle, Oui. c'était quand même des très gros espoirs qu'on avait qu'on avait misé sur eux. Tu sais, des fois, tu fais des connaissances sur ton chemin qui t'aident aussi. Et Ronald, entre autres, m'a aidé parce il m'a pris sous son aile aussi. Et on peut le voir 19 ans ou 18 ans ou 19 ans après, qu'il est toujours là. Peut-être aussi d'avoir été trop gentil, mais par contre, la seule chose, c'est qu'après, sur un terrain, peu importe Ouais. qui y avait devant moi à l'entraînement, je n'avais aucun scrupule et je pouvais être en duel avec Franck Ribéry ou avec un jeune du centre d'information, j'y allais de la même façon. Je Et pense que c'est ça qui est un petit peu agacé. ouais, mais c'est un peu ta marque de fabrique, c'est-à-dire d'être, ça semble être le cas, c'est-à-dire d'être un gars adorable en dehors du terrain, mais quand tu es sur le terrain, alors là, il n'y a plus de. Tu Et peux rester qu'après, adorable, mais en tout cas, tu es hyper focus. Hyper je me focus, suis quoi. pas Enfin, fait, je me suis pas fait que des amis sur un terrain et même dans un vestiaire après. Malheureusement, après, quand j'ai appris un petit peu tout ça, quand j'ai appris comment était ce milieu-là, et encore plus quand tu joues dans des clubs comme l'Olympique de Marseille, où il y a une attente, où il y a des grosses personnalités, où il y a une pression énorme. À un moment donné, je ne pouvais pas être moi-même et j'étais obligé à un moment donné d'être pas le mec sympa. Mais je sais que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de. Voilà, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de gentil. Mais je ne pouvais pas montrer cette facette-là parce qu'autrement, on te mange tout le corps après. Donc, quelque part, avec mes défauts, avec mes qualités. Mais c'est vrai qu'au tout début, ouais, c'était compliqué parce qu'on te fait des blagues, on essaie d'intimider sur des choses. Et puis à un moment donné, quand c'est une fois comme ça, mais quand c'est répétitif tout le temps, bah, tu te dis que peut-être à un moment donné, c'est dur quand même de l'accepter, quoi, tu vois. Donc, et puis ça a été dur, hein, il ne faut pas croire, hein, j'en ai pleuré. José Anigo, je suis allé le voir, j'ai tapé des fois à son bureau pour lui dire, franchement, pourquoi c'est toujours moi? Des blagues qui sont des fois des blagues un peu à la limite, quoi, tu vois. Donc, Ouais, vis-à-vis des billutages, vis-à-vis de la loi du plus ouais, ouais. fort, etc. Quand on lit ton livre, c'est quand même hyper violent, hein. C'est des brimades, c'est ce qu'on dirait du bullying aux États-Unis. Je vais lire un petit peu Oui. les trucs dont tu parles dans ton livre, et je pense qu'il y en a encore d'autres, sûrement que t'as omises, mais tu as un des gardiens qui cache tes valises à l'hôtel, tu les attends, elles n'arrivent jamais. Tu dis que tu Spinozzi, as eh une ben, boule tu au vois, ventre. je te coupe 2 secondes avec, il s'appelle Laurent Spinozzi. Il a ouvert un paddle à Aix-en-Provence et j'ai été le voir, mais on s'est fait la bise. Tu vois, on se fait D'accord. la bise et je n'en veux à personne. Et encore, et peut-être, je dirais, après je te laisse finir toutes les choses qu'on a faites, mais peut-être aussi, mais merci d'avoir fait ça. Alors justement, c'est la question parce que c'est une question qui vient souvent Trop sur le sûr. podcast, parce on a les anciennes générations, vraiment les Bossis, les Giresse, qui ont eu où les coachs étaient encore moins pédagogues qu'à ton époque, où les coachs étaient brutaux. On pense à des Coco Ciodo où c'était un peu marche ou crève, quoi. C'est-à-dire, on va te dire des trucs. Si tu survis, super, tu auras sûrement une carrière. Si tu survis pas, même si tu as un talent incroyable, c'est que t'es pas fait pour ça. Toi, tu vois ça maintenant, malgré ce que tu écris à l'époque. Donc, ton livre il est sorti en 2012, donc tu es en plein cœur de ton aventure marseillaise. On sent quand même qu'il y a un côté, ok, c'est vraiment pas cool ce qu'on m'a fait, mais ça m'a permis de m'endurcir. Donc, toi, tu en tires encore un côté Positif. positif. Mais si maintenant tu voyais, ou je sais pas si tu voyais maintenant un jeune coéquipier qui doit subir ce que toi tu as subi maintenant, est-ce que tu verrais ça d'un œil bienveillant, du genre bon bah ça va l'endurcir, ou est-ce que ça te révolterait? Non, je stoppe les choses directes. Ouais. J'aurais stoppé. Si j'avais eu du poids dans un vestiaire, j'aurais stoppé. Et c'est ce qu'a essayé de faire Ronald Zubar. Et, Ouais. et je me rappelle, je me rappelle, mais Habib lui avait dit un jour, Habib Bey lui avait dit, et pourquoi tu es son avocat? Tu vois? Ouais. Et, et parce qu'aussi, je prenais aussi beaucoup de tacles qui étaient à la limite au centre Ouais. à l'entraînement. Et des tacles très limites. Après, c'est vrai que j'ai pas eu de chance aussi parce que ma veille de match contre Sedan pour faire mes débuts en Ligue 1, je me fais fracturer la malléole par Wilson Ourouma, par un tacle par derrière, bon, sans faire exprès.
Mais Mathieu, Donc, moi j'ai une question. Est-ce que c'est pas justement parce que tu es costaud que tu as réussi à t'en sortir? Tu dis, ah ouais, c'est parce que ça m'a endurci, mais est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas parce que tu étais costaud que tu t'en es sorti? oui, il y a eu ça Ouais, aussi, bien évidemment, ouais, mais je c'est une pense bonne que remarque. là où j'ai réussi à passer le cap Ouais, de tout ça, c'est l'insouciance et la peur de rien. Je pense qu'il y a ça et ma passion pour le football. Tu me mets un 2 contre 2 sur une plage où tu me fais jouer devant 70 000 personnes, 80 000 personnes, pour moi, c'est la même. C'est d'accord. pareil. Je joue au D'accord. foot, je me fais plaisir, je me donne à fond, je vis pour mon métier. Et c'est vrai Mm. qu'à l'entraînement, je jouais comme si c'était un match. Et tout ça m'a amené à que j'étais sur le terrain et j'oubliais tous mes problèmes. Pour moi, le rectangle vert faisait oublier tous mes problèmes. Et ça m'a Mm. suivi dans toute ma carrière, dans tout ça. Mm. Bah, c'est vrai que c'était plus facile Alors, d'emmerder Mathieu Valbuena que Ronald Zubar, hein, en termes de taille, Oui, en termes. et puis aussi le fait, et là je reviens sur tes propos-là, et le fait aussi, mais ça aussi, il y a des avantages d'être petit, il y a des inconvénients. Ouais, L'inconvénient, c'est que tu vas plus voir un petit pour le bien déstabiliser sûr, plutôt qu'un grand gaillard. bien sûr. Si j'aurais été un grand gaillard qui faisait un 85, un 90, il me l'aurait fait une fois la blague, il l'aurait pas fait deux fois. Donc Ouais, bien sûr. voilà, après peut-être aussi ma faute aussi d'avoir aussi laissé passer des choses, mais il faut se mettre à ma place. Bien là, tu as sûr. 20 ans, Je sais tu viens de jamais, national, t'as j'arrive pas. de national, Ouais. je suis jeune, je fous le bordel d'entrée, alors que je peux me faire virer tout de suite. Je vais me prendre le bec avec, je sais pas moi, ou C'est cadre. Ribéry, ou Samir, ou Habib, ou qui sont déjà costauds. Je peux pas me permettre à faire parler de moi sans qu'on parle, surtout en dehors du terrain. Positivement. Bien sûr. Et C'était alors, compliqué. pour revenir à ce que dit Guillaume, il y a eu beaucoup d'histoires autour d'un Gourcuff, par exemple, qui a été aussi un talent extraordinaire. Et il y avait des histoires comme quoi en équipe de France, il se faisait taquiner. Et je pense un peu de la même manière dans ce que toi tu décris à Marseille. Et c'était sûrement, je pense, par les mêmes joueurs. Toi, ça t'a endurci, t'y as survécu. Lui, est-ce que tu penses que ça peut expliquer pourquoi sa carrière en équipe de France et ou après en tout cas a pas eu le même succès qu'on aurait pu imaginer par rapport au départ, par rapport à ses débuts qui étaient extrêmement prometteurs? Mais Johan Gourcuff, ça a été la même chose, sauf que, et moi je le sais parce que je l'ai vécu en Bien sûr. 2010, avec la Coupe du Monde en Afrique du Sud, et Franck était là aussi. Mais Franck, en fait, c'est-à-dire que Johan, il n'avait pas le mental. Ouais. Ouais. Il n'avait pas le mental, c'est-à-dire que si il avait un talent incroyable, mais s'il perdait un ou deux ballons, et que Franck, qui était un compétiteur, et qui voyait qu'il perdait ses ballons, il pouvait lui gueuler dessus, tu vois, parce qu'il avait cette mentalité-là, Franck, d'un leader, tu vois, et bien, il perdait tout son football. Oui. Il perdait tout son football. Des fois, Francky m'a engueulé, moi, mais engueulé dans le bon sens du terme, tu Ouais. vois, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que Francky, il est comme ça. Je parle de Franck, mais si je parle généralement. Mais moi, ça m'a pas perturbé ou quoi que ce soit. Et au contraire, j'en ai fait une force. Mais Johan est beaucoup plus fragile, on va dire, mentalement, quoi, tu vois. Donc, et si je me rappelle, moi, à la Coupe du Monde en 2010, des fois, Johan, il perdait le ballon, il lui dit, oh, le ballon, c'est ton ami, c'est pas le feu. Il perdait vite ses moyens. Et Franck n'était pas là pour faire perdre des moyens, mais il est comme ça, Francky, tu vois. Donc, c'est ça aussi la différence. Alors toi qui es à un âge où bientôt peut-être tu vas te reconvertir alors on te souhaite le plus tard possible, hein, de continuer Oui. ta carrière sur le terrain aussi longtemps que possible. Mais peut-être que tu vas te reconvertir, peut-être que tu te reconvertiras dans un métier d'éducateur. Est-ce que tu penses que ce modèle de marche ou crève, c'est vraiment le seul modèle, c'est le modèle le plus efficace, ou est-ce que tu penses qu'il y a des méthodes d'accompagnement justement qui, pour un joueur comme Gourcuff ou comme je sais pas des joueurs qui sont peut-être pas mentalement aussi forts, il y a peut-être façon de les préparer psychologiquement pour justement pas leur faire perdre leurs moyens sur ce genre de choses. Toi qui as une vingtaine d'expériences sur le terrain, comment tu vois ce genre d'évolution? Déjà, de base, le foot, c'est dur. C'est dur. Faut pas croire, on fait le plus beau métier du monde, mais c'est dur. C'est dur dans le sens que c'est dur
d'être régulier, d'être toujours performant, c'est ce qu'on demande. C'est la régularité dans le haut niveau. Il faut être exigeant envers les personnes, parce que moi, on a toujours été exigeant envers moi, et je me dois aussi me permettre d'être exigeant envers les gens en face de moi. Mais après, je pense qu'il est hyper important d'accompagner. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un gros mental. Peu de gens ont un gros mental. Ouais. Moi, je m'en rappelle, j'ai eu énormément de joueurs qui étaient bien meilleurs que moi dans le centre de formation des Girondins de Bordeaux et qui ils sont jamais arrivés. Parce que dès qu'il y a eu quelque chose de négatif qui s'est passé, ils ont plongé. Je pense qu'il doit avoir un accompagnement, tu vois, mais il doit avoir de l'exigence. Si tu n'as pas d'exigence dans le haut niveau, tu ne peux pas réussir. Ou tu vas réussir peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et après tu passeras dans les oubliettes. Moi, je pense que le marche ou crève, je pense que ça se faisait avant, mais je pense que les choses ont évolué. C'était une méthode que je ne dis pas qu'elle n'était pas bonne, mais je pense que si tu fais ça aujourd'hui, je pense que tu perds beaucoup plus de joueurs que tu peux en gagner. Le rôle d'éducateur est aussi là de communiquer. Que la communication est hyper importante. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut à un joueur que quand il arrive dans les matchs, c'est qu'il soit en confiance. Ouais. Parce que si tu n'as pas la confiance au football, il n'y a rien de pire. Parce que tu peux avoir un talent incroyable, mais si le mec il n'a pas la confiance, parce que voilà, si avoir la confiance, avoir du mental aussi, forcément il faut en avoir, tu vois, mais aussi lui donner de la confiance, et c'est-à-dire confiance et communiquer aussi, parler, tu vois, c'est du boulot, hein, c'est du boulot, mais aussi ce que je peux voir, c'est ça aussi. Petite question justement sur la culture, parce que toi, tu as une grosse culture bordelaise. Là, tu approches la culture marseillaise et notamment cette dureté quand même des cadres vis-à-vis des jeunes. Et est-ce que ce que tu as vécu à Marseille, ça représente la culture marseillaise, un petit peu de l'exigence, mais un peu duros, alors qu'à Bordeaux, c'est autre chose? Ou c'était juste à Marseille, ce que tu as vécu au départ, très conjoncturel? Ouais, et je rajouterais à ce que dit Guillaume, c'est qu'on a eu pas mal d'anciens bordelais qui décrivaient la culture bordelaise, un peu le côté un peu bourgeois à Bordeaux. C'est très bourgeois comme club par rapport à Marseille, qui est peut-être un peu plus populaire, on va dire. Après, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir évoluer en professionnel à Bordeaux, être dans un vestiaire. Ce que je peux dire, c'est que dans un vestiaire à l'Olympique de Marseille, tu sens tout de suite la pression. Tu sens tout de suite que tu peux pas trop lâcher. Tu sens tout de suite qu'il y a des objectifs à atteindre. Tu sais très bien qu'il y aura une pression aussi médiatique. Tu as tout ce contexte-là. À Bordeaux, c'est différent. Moins de pression. Peut-être que si j'avais été à Bordeaux, peut-être moins de pression, peut-être plus relâché, peut-être, tu vois, moins exigeant envers moi-même, tu vois, tous ces contextes-là. Et c'est vrai que j'ai été mis dans le bain direct. Et toutes ces péripéties que j'ai eues durant mes premières années à l'Olympique de Marseille m'ont donné encore plus de rage, de punch, de power pour me dire non, il faut que j'y arrive ici. Il faut que j'y arrive, c'est pas possible. Et c'est vrai que tu le sens direct parce que tu as les objectifs du président. À l'époque, c'était Pape Diouf quand je suis arrivé. Ça a continué tous les ans. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien la pression, cette exigence-là. Et ça m'a plu, quoi. Ça m'a plu. Et c'est vrai que à Bordeaux, c'est différent. C'est plus tranquille. Il y a moins cette exigence du résultat, de la pression des supporters. Il y en a aussi un petit peu de temps en temps, mais pas comme à Marseille. Marseille, c'est autre chose. Un truc qui est clair dans la culture marseillaise, c'est toujours le don de soi, mouiller le maillot, être exemplaire sur ce que tu donnes pour le club et pour les supporters. Et ça, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment une valeur de l'OM. Et ça représente ce que t'es, quoi. Et ça représente ce que t'es. Bien sûr, parce que il faut pas croire, mais le public marseillais est un connaisseur quand même. Faut pas. Ouais. Ils ont vu évoluer beaucoup de grands joueurs, de très très grands joueurs. Donc, ils connaissent le football. Marseille, c'est pas un club comme les autres. Et la personnalité, il faut la montrer. Être différent, quoi. Être différent. Alors justement, et je sais que Guillaume avait essayé de poser la question tout à l'heure, c'est quoi le joueur que tu adules quand tu es jeune, quand tu débutes? Ton idole, c'est qui? Ce qui joue à Bordeaux, à Marseille? Mon rêve a toujours été, c'était de jouer au Barça.
à Barcelone D'accord. et de jouer au Nou Camp. Bon, c'est incroyable quand même parce que j'ai joué dans tous les clubs d'Europe, dans tous les stades d'Europe, et sauf le Barça. J'étais à une boule, deux boules près pour jouer toujours le Barça. J'ai jamais joué contre le Barça. Alors j'ai joué contre tous les clubs et jamais le Barça. Mon idole a toujours été Ronaldo El Fenomeno parce que Oui. il m'a D'accord. fasciné ce joueur et pourtant pas du tout les mêmes caractéristiques. Ça va être vraiment opposé, hein, opposé. Mais c'était mon idole. D'accord. Bah écoute, il y a encore, tu as encore quelques belles années. Peut-être qu'il y aura des tours de Coupe d'Europe qui feront que tu. C'est un peu mal barré quand même. Ronaldo Non, 9, il Ronaldo, n'a pas non, mais il a le pas Nou le Camp. même physique que Mathieu actuellement. Non, mais le Nou Camp. Ah oui. Ouais. Dernière question sur tes débuts compliqués. Quand tu vas voir justement Anigo, est-ce que on te dit, écoute, c'est les rites de passage, faut que tu serres les fesses et que tu continues à faire le boulot? Comment c'est reçu le fait que tu te confies à lui? Non, ça a été bien reçu parce que déjà, José, c'est lui qui a cru en moi, c'est lui qui m'a sorti de Libourne. Il est venu plein de fois me voir jouer avec Libourne. C'était un espoir aussi pour lui, il croyait vraiment en moi. Et c'est vrai que quand j'ai été le voir presque en pleurs et tout dans son bureau, et puis il a accepté, et puis il est allé voir certains joueurs en lui disant arrêtez avec Mathieu, il faut que ça cesse et tout. Voilà, donc après ça, c'est un petit peu calmé, quoi. Donc non, non, ça a été pris positivement. José D'accord. a été, c'est comme un père c'est comme un deuxième père pour moi, et il m'a toujours protégé. Donc ça a été constructif et ça a été par la suite, ça a été positif. Et donc, l'histoire se termine bien, puisque avant-dernière journée, vous avez un match important contre Saint-Étienne. Tu marques un but important qui vous qualifie pour la Coupe d'Europe l'année d'après. Donc là, du coup, c'est un peu comme dans un film. Tout le monde qui t'accepte dans le groupe. Tu fais vraiment partie de la bande maintenant. Et puis ensuite, on dit, bah, en fait, on n'a rien contre toi. C'était plutôt à toi de venir vers nous. Et donc, du coup, tu fais vraiment partie du groupe. Mais tu te poses quand même des petites questions à la fin de la saison. Tu as des touches à Lorient, donc qui est entraîné par Gourcuff à l'époque, Gourcuff senior. Tu te poses quand même des questions. Qu'est-ce qui te fait rester à l'OM? Qu'est-ce qui te convainc de rester? Quelque part, je me suis dit, putain, le travail paie un jour, et je marque ce but contre Saint-Étienne qui est quand même un but très important pour le club, pour l'avenir du club et tout. Et qui plus est encore plus mon premier but en pro, quoi. J'avais pas fait beaucoup de matchs, j'avais fait quelques entrées, peut-être deux, trois titularisations avec Albert Raymond. Et c'est vrai que je savais qu'Albert allait rester, que j'étais pas un titulaire et donc il fallait quand même un petit peu me poser des questions parce que faire une année comme ça, ok, tu apprends, mais il fallait quand même que j'ai du temps de jeu. Proposé d'aller à Lorient pour aller en prêt. J'ai refusé parce que tout simplement je voulais avoir ma chance. Je voulais avoir ma chance avec l'Olympique de Marseille et je savais que si j'allais avoir ma chance, je pouvais être titulaire, gagner du temps de jeu et puis être performant. Ce but contre Saint-Etienne m'a fait énormément de bien, m'a donné un petit peu de force, un peu plus de confiance en soi. J'ai refusé ce prêt-là et je me suis dit non, non, je vais toujours continuer mon aventure marseillaise et puis on verra en janvier ce qui se passera. Donc tu décides de rester. Très bonne décision. Changement d'entraîneur. Eric Guéretz qui arrive, qui te prend un peu sous son aile. En tout cas, il a énormément d'affection pour toi. C'est lui qui t'appelle. Alors je sais pas s'il t'appelle Petit Vélo, il t'appelle Petit, mais en tout cas, il a ce surnom un peu affectueux à ton égard. Il te fait beaucoup plus jouer. Et notamment, tu joues tes premiers matchs de Coupe d'Europe, et notamment ce match fatidique contre Liverpool. Raconte-nous tes souvenirs de Ah, ce match. en fait, c'est vrai que quand il est arrivé dans le vestiaire, franchement, l'histoire, je l'ai racontée plein de fois, mais c'est vrai qu'il est arrivé pour se présenter. Et il avait dit, moi, je connais personne à part Djibril Cissé. Pour moi, il n'y a pas de star. J'ai 3 jours pour faire une équipe. J'ai 3 entraînements pour faire une équipe, les meilleurs jours. Et puis bon, moi, il fallait pas me dire ça. Voilà, moi, je suis toujours à fond dans les entraînements. Et pas un match de coupe, pas un match, pas d'expérience, rien. Et je joue ce match contre. Il m'annonce à la promenade que je vais jouer. On fait la promenade. Il me demande
combien j'avais marqué de buts quand j'étais à Libourne, combien j'avais fait de passes décisives, enfin, où je jouais avant. Et puis, il me fait jouer ce premier match contre Liverpool, le grand Liverpool. Et c'est vrai que, ouais, un peu de pression quand même, parce que c'est vrai que, est-ce que je vais être à la hauteur? J'ai pas beaucoup d'expérience en Ligue 1, pas une expérience en Champions League, qui plus est à l'extérieur, contre Ouais. Liverpool, dans une Finaliste, période hein, où finaliste de la Ligue des Champions finaliste l'année précédente. Hein. l'année précédente, et on est quand même dans une situation très critique en championnat. Donc, très compliqué. Le pro sous mon aile, ils m'ont dit joue comme tu sais faire. Et puis voilà, ça a été une soirée extraordinaire parce qu'on gagnait 0, et puis je marque ce but qui a lancé, on va dire, ma carrière. Et c'est vrai que l'arrivée de Guéret a énormément changé. C'est lui qui a changé ma carrière parce qu'il a eu confiance en moi. J'étais inexpérimenté ni en Ligue 1 et encore moins en Champions League. Donc voilà, c'était une soirée parfaite pour moi, pour le club, pour tout le monde. Il te donne des consignes techniques particulières ou c'est vraiment juste il te met dans de bonnes conditions psychologiques pour que tu puisses performer à ton maximum? Non, il a été tout de suite, il a été très affectueux. Il m'a dit joue comme tu sais jouer. Je vais te mettre en numéro 10. Balade-toi entre les lignes. Embête-les. Mets-toi proche de l'attaquant. Joue en 9,5. Voilà, on a besoin de toi ici. Il était très à l'aise avec moi. Il m'a parlé dans la promenade. Il m'a dit joue comme tu sais faire. T'as du potentiel. Et c'était une soirée réussie pour tout le monde, quoi. Et puis bon, pour moi aussi, forcément. Tu deviens titulaire, ta carrière est vraiment lancée. Est-ce que tu vis toujours au jour le jour à ce moment-là ou est-ce que tu as des objectifs que tu te marques dans ta tête où tu dis voilà, bon, voilà, Champions League, match de Champions League coché, maintenant le prochain but, c'est l'équipe de France? Ou est-ce que c'est encore assez vague? Je pense que c'était assez vague parce que très heureux, très heureux d'avoir fait ce match référence en Champions League. Donc déjà, c'était une victoire, une victoire pour moi-même. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai le niveau. Ça, c'était important de me le dire. Parce que c'est un match référence, c'est un grand d'Europe. Et pour moi, maintenant, la prochaine étape, elle va être des étapes beaucoup plus compliquées. Ça ne m'intéressait pas de faire un coup d'éclat et puis plus rien derrière. Il fallait que je sois dans la continuité. Parce que maintenant, tout le monde allait m'attendre. Tu fais un gros match. Et les gens, après, quand tu te relâches un petit peu, ils vont se dire, oui, ça y est, il a changé, c'est plus le même. Tu sais, les critiques, elles arrivent vite. Encore plus, si on le sait, je le sais, à Marseille, quoi. Ouais. Et dès qu'il n'y a plus les résultats. Et c'est vrai que pour moi, c'était très important de pouvoir continuer à garder ce rythme-là, d'avoir toujours la même faim, d'avoir toujours l'exigence du travail, toujours cette exigence d'avoir la détermination. Je voulais toujours continuer et puis derrière, ça m'a lancé. Ça m'a lancé, j'ai montré une progression régulière. Et si on regarde bien, je sais que après tu vas venir avec des questions encore avec l'Olympique de Marseille, mais si tu regardes bien, à part ma première année avec Albert Raymond, ce qui est normal, j'ai pas trop joué. Et mes 6 premiers mois avec Deschamps, j'ai toujours été titulaire à l'Olympique de Marseille en 8 ans. Donc, quelque part, c'est une grosse satisfaction. Enfin, c'est toi qui incarnes plutôt l'incarnation de Marseille pendant cette période-là, avec quelques titres, notamment un titre de champion de France. Est-ce que tu peux rappeler dans cette période longue quels sont pour toi les moments marquants de cette année? Si tu devais retenir vraiment les éléments très marquants de ces 7 ans. Pour moi, les moments marquants sont toujours ce que tu as fait pour le club. Les faits marquants, c'est d'avoir gagné des titres, c'est tout simplement d'avoir fait le doublé Coupe de la Ligue, championnat en 2010. Avec Deschamps, quand même, on se retrouve 6e au mois de décembre, où on perd 2-0 contre Auxerre. Quelque part, ça a été des moments incroyables, exceptionnels. Parce qu'au final, tu peux marquer tous les buts que tu veux. À l'Olympique de Marseille, des buts importants, bien évidemment. Mais ce qui te garde les meilleurs souvenirs, c'est quand tu célèbres ça avec tes supporters sur le Vieux-Port. Je me rappelle quand on a joué contre Bordeaux, la finale de la Coupe de la Ligue, où j'avais eu la chance de marquer aussi. On n'avait plus gagné un titre depuis 15 ans, 16 ans. On avait battu le Grand Bordeaux qui était
qui était avec nous aussi en championnat pour le titre. On joue ce match contre Rennes où on gagne 3, où c'était un vélodrome incroyable. Et quand on a fêté tout ça avec nos supporters sur le Vieux-Port, où il y avait des milliers de personnes, ça pour moi, c'est les plus beaux souvenirs. Alors pour revenir à ce palmarès, il y a eu cette mini polémique récemment où on t'a demandé qui avait plus marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Alors, ce qui est vraiment rigolo, c'est que donc toi tu dis ok Payet, bon c'est marrant qu'on en parle en même temps que moi parce que voilà il a rien gagné avec l'OM, mais tu dis vraiment tu qualifies tes propos en disant c'est quelqu'un avec énormément de talent, j'adore ce genre de joueur. Il a peut-être manqué de régularité, mais footballistiquement, en termes de talent, il est peut-être supérieur à moi, mais mentalement, il ne peut pas m'atteindre. Donc bon, c'est pas une déclaration que je qualifierais de scandaleuse, hein, c'est même assez respectueuse. Et pourtant, alors quand tu vois les titres, tu as l'impression que tu as sorti quelque chose de dingue. Hein. Donc je vais juste dire les titres, c'est Valbuena dézingue Payet, Valbuena déclare la guerre à Payet, Valbuena s'en prend à Payet, Valbuena crache sur Payet. Enfin bref, n'importe quoi. Toi qui as été quand même, ça fait un petit moment que tu es dans le milieu du foot, ton ancien agent était lui-même un ancien journaliste, donc je sais qu'il t'a beaucoup coaché pour ce genre de truc. Est-ce que tu es encore surpris quand tu vois ces polémiques complètement ridicules sur des propos qui sont complètement pris hors de contexte? Non, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que à partir du moment où, quand moi je suis parti jouer à Lyon, les gens n'ont plus d'objectivité par rapport à moi et par rapport au passage que j'ai pu avoir à Marseille. Les vrais ont une objectivité, sont objectifs parce que je garde de très très bonnes relations avec beaucoup de gens à Marseille. Déjà, j'y habite. Je connais quand même pas mal de monde. Donc voilà. Donc déjà, il y a un manque d'objectivité. Après, en aucun cas, je l'ai dézingué, même si c'était pas mon meilleur ami dans un vestiaire. Mais j'adore jouer avec ces joueurs-là. Dimitri Payet a un super talent et il a démontré tout au long de sa carrière. Mais, mais tu sais, souvent, les supporters marseillais, il n'y a pas si longtemps, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, ils le critiquaient tous parce il était gros. Et là, maintenant, voilà, comme quoi ça va super vite. Il a fait des bonnes choses, des très bonnes choses aussi à l'OM. Et je l'ai toujours dit, quand tu dures à l'OM, c'est que quelque part, t'es quand même, c'est quand même pas mal. Lui, il a Ouais, quand même plus de 300 matchs. Moi, j'en ai 331 matchs. Je pense que ça a une valeur quand même. bien C'est pas sûr. tout le monde qui fait, c'est pas tout le monde qui fait beaucoup de matchs à l'Olympique de Marseille, beaucoup d'années. C'est déjà dur mentalement. C'est costaud d'être dans ce club. Je me rappelle quand Pape Diouf quand il m'avait dit que j'avais signé ici, il m'a dit quand tu signes ici 1 an ici, c'est comme si tu en faisais 10 ailleurs. Au début, je l'ai pris pour un fou. Après, j'ai Ouais. compris qu'il avait raison. Mais c'est vrai que je ne le dézingue pas. Je dis juste une vérité. Je sais que moi, j'adorais jouer avec lui. On a joué ensemble. Et, mais c'est vrai qu'à un moment donné, déjà, il n'a pas gagné un titre majeur à l'Olympique de Marseille. Donc, voilà, après, ça dépend dans quelle époque tu es, dans quelle équipe tu es à ce moment-là aussi, tu vois. Ça dépend de Bien sûr, c'est exactement tu ça, parce vois. qu'effectivement, Ça, Marseille n'a rien ça gagné dépend aussi dans depuis 10 ans. quelle équipe tu te retrouves dans cette période-là. J'ai été objectif. J'ai rien contre lui. J'ai dit au contraire, Ouais. il avait plus de talent que moi, mais je pense avoir plus de mental que lui et d'avoir été beaucoup plus régulier que lui. Bien sûr. Et c'est vrai que je me rappelle, et je suis toujours l'OM, des fois, il va te faire une année bien, peut-être 6 mois bien, après l'autre 6 mois, il va être pas bien. Alors, je dis pas, moi, mon année à la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde à l'Olympique de Marseille, une de mes dernières années, elle n'a pas été extraordinaire. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Mais si je regarde dans la régularité à ce que j'ai fait à l'Olympique de Marseille, j'ai été quand même régulier. Oui, j'ai pas été autant décisif en termes de buts et de passes décisifs. Mais j'ai été Vous avez décisif fait dans le des rôle. grands matchs. J'ai été décisif dans des grands matchs qui ont été importants. Et on sait très bien qu'à Marseille, l'ADN, c'est la Coupe d'Europe et la Champions League, surtout. Donc, moi, il n'y avait rien de méchant, bien au contraire. Et comme je le dis, je pense que si Payet avait eu un mental comme moi, il aurait eu une meilleure carrière que moi. D'accord. Bon, ce qui est rigolo, c'est que
les mêmes qui créent ces polémiques artificielles sont les mêmes qui râlent quand les joueurs sont trop tièdes ou trop mièvres dans leurs déclarations. Donc, est-ce que tu lis ce qui se dit sur toi ou est-ce que tu es du genre à ignorer un petit peu la presse? Non, je regarde un petit peu, bien sûr, ce qu'on dit. Alors, je suis pas tout le temps sur mon téléphone à Ouais, regarder tout ce qui se dit, parce que déjà, j'ai pas le temps. Mais ouais. oui, bien sûr, les actus foot, je vais pas te mentir, bien sûr, je les regarde. Alors, bien sûr, quand on parle de toi, bien sûr, je peux tout regarder, mais je regarde pas tout non plus. Ouais. Donc, Marseille, tu restes là-bas un petit moment. Tu as des grands matchs, comme tu le disais, des grands matchs notamment en Coupe d'Europe. Tu as cet autre match extraordinaire contre Dortmund. Donc, c'est déjà un peu plus tard, en 2011, où tu rentres. Et c'est déjà, je crois que c'est Deschamps à ce moment-là déjà. Deschamps, ouais, c'est ça. Euh, Ouais. Vous êtes mené 2-0. Vous avez besoin de gagner pour pouvoir jouer les huitièmes de finale. Tu rentres à un quart d'heure de la fin. Vous êtes encore mené 2-1. Et puis, bah, raconte-nous si tu te souviens. J'imagine que tu Ouais, dois c'est avoir une vrai que mémoire je me rappelle, photographique. j'avais été très en colère de ne pas avoir débuté sur ce match-là. Pourtant, j'étais quand même un titulaire avec lui. Et puis c'est vrai que sur ce match-là, on était obligé de gagner pour se qualifier. Et puis on perdait 2-0, on prenait un bouillon, je me rappelle. Et c'est vrai que le but que met Loïc Rémy juste avant la mi-temps nous fait énormément de bien. Et puis je crois, 2-2, je crois. Je regarde le panneau d'affichage, je vois 86, 87. J'ai dit, là, quand je vais avoir le ballon, le prochain ballon que je vais avoir, c'était, je me rappelle, une touche. Le ballon que j'allais avoir, j'allais le donner à personne. Et j'étais tellement en colère que j'étais tellement déterminé à dire, tu sais quoi, peu importe si le ballon il va au vieux port ou pas, je m'en fous. Je vais tirer, je vais dribbler, je vais tirer. Et puis ça s'est fait comme ça. J'avais une rage tellement. Et puis elle a fini au fond. Et puis on a gagné quoi. Donc c'est vrai que c'était un grand moment d'émotion. J'ai vécu vraiment de très, très, très belles émotions aussi. Il y en a un autre aussi où on oublie, c'était aussi contre le Spartak de Moscou. J'avais marqué mon but, où ça a été un but aussi important parce qu'on s'est qualifié aussi pour les huitièmes par rapport à l'adversité, par rapport à ce mur jaune, et puis surtout le scénario du match, de perdre 2-0 là-bas et de revenir 3-2, ça a été un match incroyable. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que à l'époque, peut-être qu'on ne se rendait pas compte de la valeur de ces résultats, mais quand on voit que Marseille a énormément de mal à se qualifier en huitième depuis ton passage, hein, j'ai l'impression, ou même à gagner des matchs, on va dire, hein, clairement même à gagner des matchs en phase de poule, on se rend quand même compte de la valeur de ce que tu as accompli avec tes coéquipiers à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même époque, mais c'est vrai que là aujourd'hui, j'ai l'impression que on est un petit peu moins exigeant, même si ça reste un club avec beaucoup beaucoup d'exigences des supporters, mais c'est vrai que c'est là où on se dit que ce que nous on a accompli, parce que c'est pas comme moi, c'est l'équipe qu'on avait, des grosses personnalités Mm. et des gens vraiment déterminés qui faisaient mal. On a réussi à faire des choses assez incroyables ensemble. Alors des fois avec de la réussite, mais des fois la réussite ça se provoque. Pour être à l'OM, il faut avoir un sacré tempérament, non pas que contrôler le terrain, parce qu'il faut contrôler l'extérieur aussi. C'est Bien ça sûr. aussi qui peut faire la différence. C'est ça qui fait aussi la différence. Il y a tout un contexte à tout simplement à garder les pieds sur terre. Et puis, il faut aussi faire attention à tout ce qui est autour parce que ça va vite dans un sens comme dans l'autre. Il y a un moment où tu dérapes, justement, quand tu arrives à Marseille. Alors, tu racontes dans ton livre que tu vas dans un resto avec un copain et puis la serveuse t'a reconnu et puis te donne son numéro de téléphone à l'arrière de ton reçu carte bleue. J'imagine que des exemples comme ça, je vois que tu as un petit sourire. Tu dois en avoir un grand sourire. Tu dois en avoir un paquet. Comment est-ce qu'on résiste? D'abord, est-ce que tu résistes à toutes ces tentations au début, ou est-ce qu'au début tu dis bon bah il faut quand même, voilà, faut quand même profiter un peu de la vie. Comment tu gères Non, ce genre de tentation? profiter, oui, profiter, bien sûr, j'en ai profité, bien évidemment, et qui ne le fait pas. Mais j'ai toujours eu dans la tête ce côté football, tu vois. Ce côté, ok, c'est bien, on en profite, t'es jeune, c'est normal, mais toujours dans un coin de la tête, cette exigence du haut niveau, du foot, du sérieux.
Tu connaissais les limites, quoi. Tu savais qu'il y avait des limites Voilà, et qu'il fallait pas les franchir. je savais Mini, mais bien évidemment, quand Les priorités, en tout cas. tout le monde aime, tout le monde aime le foot, j'ai des fois été, que ça soit en voiture, des fois, ben, tu payes pas les amendes parce que quand tu fais des excès de vitesse, ben, tu donnes un maillot et c'est fini. D'accord. Euh, T'avais il y a toujours des plein maillots dans d'anecdotes. le siège arrière, du coup? Toujours. Ah ouais, toujours. Il y a il y a plein d'anecdotes qui sont incroyables. Incroyables. Bah, Qui sont vas-y, incroyables. Mais on t'écoute. non, mais je me rappelle quand on avait été champion, on avait été dans une boîte sur Aix-en-Provence. Et je me rappelle, j'avais un Hummer. Bon, moi, en plus petit, j'ai un Hummer, quand même, c'est assez incroyable. Et c'est vrai que je m'étais garé, mais n'importe comment, quoi. Presque, là, aujourd'hui, même pas 30 secondes, elle est à la fourrière, quoi. Et puis, la police est venue me voir, et puis, ils ne savaient pas qui c'était. Et ils ont dit, oh non, c'est toi, ça va, c'est Mathieu, tu peux la garder toute la nuit, il n'y a pas de problème. C'est incroyable, tu vois, ou profiter un peu du système, mais bon, mais c'était bon enfant, quoi. D'accord. C'est plus comme avant, tu vois, Ouais. c'est totalement différent, quoi, tu vois. Après, c'est vrai que on utilisait un petit peu son aura, un petit peu le fait qu'on joue à l'Olympique de Marseille. Des fois, on pouvait un peu rouler les mécaniques, mais bon, ça a toujours été dans un bon esprit. Ça n'a pas été Ouais. méchamment, quoi. Mais après, faire très attention aussi, bien évidemment, parce qu'à Marseille, voilà, il faut faire aussi attention à tout ce qui est un petit peu les à côté, quoi. Donc, Mais voilà, et surtout puis que toi, toujours. t'es hyper sympa, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en soi, tu as un naturel sympa. Donc, avec un naturel sympa comme le tien, comment t'évites justement de pas te faire piéger par la notoriété comme ça, justement, sur certains aspects? Ouais, parce qu'après aussi, tu as beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup de copains qui sont là. Quand je suis arrivé à National, il n'y avait personne. Quand ça marquait beaucoup de buts, ben, ça venait. Et puis après, tu deviens un cadre de l'Olympique de Marseille, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu es un joueur phare. J'en ai profité, tu as eu des déceptions, tu as eu des gens qui étaient là pour profiter, mais ça fait partie du jeu. D'accord. J'en étais conscient. Je pense que le plus important, j'ai toujours eu un bon fond, gentil. Profiter du système, bien sûr, tout le monde l'a fait, mais avec des limites. J'ai toujours été focus à l'entraînement, au foot, à être performant, et puis à surtout donner, parce que pour moi, le don de soi est quelque chose d'important, et c'est les valeurs que m'a donné mon père, de toujours de tout donner pour un club où tu vas, et notamment l'Olympique de Marseille, et puis maintenant l'Olympique de Marseille est toujours dans mon cœur, quoi. Une belle période de Marseille avec des gros succès. Moi, si je prends le contre-pied, justement, c'est des super joueurs, hein, des super entraîneurs, des bons résultats, mais il y a effectivement à la fin qu'un seul titre de champion et en C1, vous vous arrêtez en quart au maximum. Qu'est-ce qui a manqué? Quel est le petit truc qui a manqué à Marseille pendant cette période pour être vraiment constant et vraiment gagner plus de titres? Ben, après, la Champions League, c'est dur, hein. Quand tu arrives à te qualifier, déjà, c'est pas mal. On a eu cette épopée quand on a gagné contre l'Inter en huitième, puis on tombe à un quart de finale contre le Bayern. Bon, c'est compliqué de résister. Et pour te dire, pour rebondir, et avec tes propos que tu disais qu'avant, il y avait beaucoup plus d'exigences, peut-être, et ce qui est sûr, je pense, on joue un quart de finale où on se fait siffler quand même. On joue un quart de finale contre le Bayern à domicile, le premier match à domicile, et je me rappelle parce que c'était le seul moment où j'étais capitaine, parce que mon mandat avait pris un rouge contre l'Inter. Et on a eu une banderole avec euh, dégagez, cassez-vous, parce qu'on n'était pas bien en championnat. Oui, oui, Donc, imagine, on est dans un contexte de quart de finale de Champions League et on se fait siffler. Donc, aujourd'hui, tu imagines qu'aujourd'hui, il signerait de suite pour faire un quart de finale quand même de Champions League. Donc, c'est quand même, non mais, tu te rends compte quand même, c'est quand même assez incroyable quand même. C'est quand même assez incroyable. Mais après, tu joues le Real, tu joues contre le Bayern, tu perds 2-0 chez toi. Or que quand même, tu fais bonne figure et tu perds 2-0 là-bas. Or qu'on a, d'entrée de match, on a une grosse occasion, on ne la met pas au fond, tu perds 2-0. Mais après, ce qui nous a fait défaut, c'est d'avoir fait 0 point aussi en 2013.
Quand on avait dans la poule Naples, on a eu Arsenal et Dortmund. Donc, on fait 0 points. Ça a été dur pour un club comme l'Olympique de Marseille. Mais je pense qu'à un moment donné, il a manqué aussi quelque part. On avait du talent, mais il y avait des grandes équipes en face de nous aussi. Donc, difficile d'exister dans ces poules-là. Est-ce que tu étais du genre à être affecté par les réactions des supporters? Parce que toi, ça te motivait? Est-ce que ça te paralysait ou est-ce que tu restais indifférent à ce genre de choses? Je restais indifférent. Sur moi-même, ça m'est arrivé qu'ils m'ont sifflé parce qu'ils n'étaient pas contents de mes dernières performances. Ça a été très rare, mais c'est arrivé. Ça a été souvent l'équipe. On a eu mouille le maillot, cassez-vous, allez les chèvres, respectez-nous. Enfin, on a eu plein de choses. Nous, on a eu avec le microphone, on a eu les chèvres, on a tout eu. Mais tu comprends, toi, ce genre de choses? Tu comprends que les supporters soient déçus ou tu dis les mecs sont complètement, c'est complètement disproportionné? Non. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir été dans une période de l'OM, je n'ai pas trop connu la crise. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Voilà. À part justement ce que tu avais évoqué, Mathieu. Voilà, exactement. Mais donc ça, c'est une chance. Mais après, je peux comprendre. Je peux comprendre une certaine déception, une certaine colère, quand ça dépasse pas les bornes, bien sûr. Ouais. Mais moi, sincèrement, quand je suis sur un terrain, je prête pas attention du tout à ça. Et puis voilà, tu signes à l'Olympique de Marseille, tu acceptes les bons et les mauvais côtés. C'est comme ça. D'accord. Quand tu acceptes d'aller le vieux port, c'est incroyable, mais il faut aussi accepter aussi quand le bateau tanque, il faut répondre présent. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est facile, tout le monde est là quand les résultats ils sont bien, on est bien, tout va bien, on est dans le vieux port, voilà, mais c'est ça aussi, c'est l'exigence du joueur, l'exigence aussi des supporters, où il y a une attente. C'est ça aussi. C'est ça aussi de durer à l'Olympique de Marseille. Exactement, mais peut-être que ton exemple devrait être quand même un peu partagé avec nos camarades supporters parisiens qui ont un peu l'habitude là de critiquer leur équipe, qui dans les moments un peu plus durs et justement de faire la fine bouche, parce que effectivement il peut y avoir a posteriori quelques moments un peu plus durs qui rappellent que la C1 c'est dur, le championnat c'est dur et que faire la fine bouche sur un match de Coupe d'Europe, c'est peut-être le dernier avant une série de 10 années quoi. Donc mais tu sais, quand tu habitues aux gens des choses, c'est compliqué. Quand tu es habitué à manger du caviar, tu manges du caviar. Quand t'en as plus, tu critiques. Et quand c'est rare, bon, c'est différent. Mais je peux comprendre. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça me motive, ça me permet de ne pas pouvoir me reposer sur mes lauriers. Il y en a des autres qui acceptent moins ou quand ils vont être sifflés, ils vont être dans la retenue, ils vont se cacher. Moi, ça n'a pas été dans ma personnalité. J'ai jamais été comme ça. Je savais où je signais et voilà, tout simplement. Mais moi, je suis parti du principe que là où ça m'affectait par contre, c'est quand après le match où on se faisait tous siffler, qu'ils étaient vraiment en colère, ça m'affectait quand je rentrais chez moi. Parce que partout où je suis passé, et encore plus à Marseille, parce que c'est le club où j'ai fait le plus longtemps, je me suis toujours investi dans tous les clubs où je suis passé. Et à Marseille, c'était quelque chose c'est différent parce que c'est là où tu commences. C'est là où, avec Marseille, tu es quand même international. Je dois beaucoup à ce club. Et le fait qu'à un moment donné, on se faisait siffler et qu'on n'était pas bien, ça m'affectait. Je me disais, franchement, et ça me trottait dans ma tête, tu vois. Ça me faisait pas déjouer, mais ça me faisait mal un peu, tu vois. Et je ne disais pas, moi, je m'en fous, j'ai mon salaire. De toute façon, qu'on gagne ou qu'on perde, j'aurai toujours mon salaire. Non, pas du tout. Je n'ai jamais pensé argent dans ma carrière. Je vais te dire pourquoi. Alors, il y en a, ils vont se dire, ouais, t'es un menteur. Non, pas du tout. Parce que je me suis dit, si j'étais bon, l'argent allait venir tout seul. Et c'est vrai que de base, ce n'était pas mon intention de partir. Après, peut-être on le fera après, quand je vais quitter l'OM. Mais ce n'était pas mon intention de pouvoir partir. Mais j'ai senti que c'était la fin d'une ère à Marseille. Parce que je ne me suis pas trompé. Clairement.
Donc 2010, super saison, malgré les commentaires de Guillaume qui fait un petit peu la fine bouche, mais en tout cas sur le papier, champion de France, Coupe de la Ligue, premier titre depuis un moment. Tu es dans les petits papiers pour faire partie de l'aventure en Coupe du Monde. Domenech te présélectionne, tu fais partie de la liste des 30, ensuite la liste des 24, et ensuite tu es officiellement pris dans la liste des 23. Ton pote Rio Mavuba, ça fait déjà 6 ans qu'il est en équipe de France. Est-ce que c'était pour toi, ça commence vraiment à devenir tangible pour toi, l'équipe de France? T'es surpris? Tu penses que ça vient naturellement? Comment tu appréhendes cette Coupe du Monde En fait, déjà, j'avais été appelé en 2008 par Domenech, contre quand, l'Angleterre? Ouais. rappelez-vous, quand il y a les A et les A'. Et c'est Ouais. vrai, je joue contre Sochaux, je me fais mal, je me blesse, et donc je fais examiner ma blessure à Clairefontaine. Donc déjà, ça a été un moment dur pour moi parce que je me suis dit, mais c'est compliqué, tu te blesses à un moment quand même assez charnière. Ouais, tu Et dis que le donc train est passé voilà, j'ai peut-être. attendu 2 ans. J'ai attendu Ouais. 2 ans. Comme quoi, là, quand Deschamps est arrivé, j'arrivais de Guéretz, 2 ans de Guéretz, c'était incroyable. Et que je joue pas mes 6 premiers mois avec Didier. Et puis derrière, je joue le premier match, tu sais, contre Treissac, les premiers matchs de Coupe de France, tu sais, les Oui. matchs champions. Et contre Treissac, et puis je suis bon, on est lancé avec Atem Ben Arfa, et puis on fait tout le parcours de la deuxième partie de saison, et c'est là où on gagne le titre. Et c'est vrai qu'après, il y a l'équipe de France, comme quoi le foot, ça va très très vite. Là, je me rends compte que c'est du sérieux et que c'est quand même l'équipe de France et que je suis quand même à la porte de pouvoir faire une Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est quand même assez incroyable pour un joueur de foot. L'équipe de France, c'est quand même le rêve ultime. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends les hymnes pour la première fois? Ah, Parce que t'as pas fait les juniors, t'as pas fait les espoirs, à Moi, moins que j'ai je me rien trompe. fait. J'ai rien Ouais. fait, c'est ça. Ouais. T'es allé J'ai rien fait. directement chez Dans Léa, la ouais. case, Et alors, Voilà, qu'est-ce que tu directement. ressens, ouais, à ce moment-là? Non, mais beaucoup de fierté. Je me refais le fil conducteur un petit peu de tout mon début de carrière, comment j'en suis en arrivé là. Et puis, ouais, c'est les émotions, c'est des frissons de jouer pour ton pays. C'était des moments incroyables, quoi. Et puis en plus, ma première sélection, elle a été contre le Costa Rica à Ah. Lens. Et puis je marque. Donc ça a été, non, ça a été incroyable. Ça a été incroyable. L'équipe de France a été quand tu fais une carrière, c'est pas donné à tout le monde, mais de pouvoir jouer pour ton pays, encore plus la France. Et c'est des moments, tu représentes ton peuple, d'avoir pu participer à quand même deux Coupes du Monde, dont, ok, la première euh, compliquée, mais ça c'est le signe de ma carrière, très compliqué les premières, et puis Ouais, c'est clair. et puis derrière, la deuxième dans le pays du football où tout le monde a envie de faire une Coupe du Monde, c'est au Brésil. Ouais. Ça s'est super bien passé. Donc c'est vrai que l'équipe de France a été une vitrine pour moi et ça a été incroyable parce qu'en plus j'ai côtoyé les meilleurs joueurs français du moment qui évoluaient dans les meilleurs clubs européens, quoi. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Donc, tu arrives à un moment où Domenech est vraiment en fin de cycle. Il y a quand même énormément de tension dans cette équipe. Domenech qui vit encore sur le crédit de la finale de Coupe du Monde de 2006, un Euro 2008 catastrophique. Et donc, tu arrives 2010, équipe sur le papier qui est vraiment une magnifique équipe. Il y a quand même pas mal d'espoir. Il y a les conditions qui sont d'excellentes conditions. Vous êtes à Naïsna, c'est comme ça qu'on le prononce apparemment, j'ai vérifié sur C'est Wikipédia, ça. dans un hôtel ultra luxueux. Et puis évidemment, il y a toute cette controverse de Anelka qui aurait insulté Domenech et puis du coup l'information qui sort dans l'équipe. On en avait demandé à Peggy, qui aussi un petit peu, il n'était pas à la Coupe du Monde, mais il y a un peu de cette même période, qui expliquait que ce genre de réaction d'un joueur, c'est une réaction qui arrive ultra souvent dans un vestiaire. Un joueur qui est peut-être pas Oui. content de son match ou qui réagit aux réactions de son entraîneur, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non, 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 bien sûr. Qui plus est, Nico.
avec qui j'ai pu côtoyer, un super mec, un grand homme, au-delà de ses grandes qualités footballistiques. Déjà de base, j'ai senti qu'il y avait une réelle cassure déjà dans ce groupe avec Raymond Domenech. Je l'ai senti. Mais c'était l'ensemble des joueurs contre Domenech L'ensemble ou des il y avait joueurs. encore des sous-groupes? L'ensemble des joueurs, pratiquement l'ensemble des joueurs, j'ai senti qu'il y avait quand même une cassure. Pas d'accord sur pas mal de choses. On avait fait une réunion assez lunaire, je m'en rappelle, à Tignes, pour savoir si on jouait en zone, si on jouait à l'individuel. Il était perdu, Raymond Domenech. Il demandait à certains, il y en a qui disaient en zone, il y en a qui disaient en individuel. Ça partait dans tous les sens. Tu voyais que j'ai l'impression qu'il tenait plus son groupe. Alors moi, j'arrivais juste, tu sais, et puis j'ai senti qu'il y avait une cassure. Une cassure, et puis tu sais après, quand tu es dans le groupe, tu entends des choses. Il y avait un réel problème déjà dans ce groupe. Mais pas entre nous, parce qu'entre nous, ça se passait très bien, mais il y avait beaucoup de force de personnalité. Mais c'est vrai qu'avec ce coach-là, ça a été compliqué. Et puis c'est vrai que à ce match-là à la mi-temps, voilà, il lui demande arrête de venir chercher les ballons et reste devant. Et puis Nico, c'est un joueur de ballon, il aime bien aller chercher les ballons un petit peu, venir descendre et redescendre. Et puis il n'a jamais dit ce qu'il a été dit dans l'équipe. Donc ça a été encore à un moment donné un moment très compliqué. Après, on était dans une bulle entre nous. On n'a pas voulu sortir du bus, ce qui a été une erreur. Moi, je me rappelle, j'avais mes parents qui étaient venus me voir pour une première Coupe du Monde. C'est quand même assez compliqué. Quand même. Horrible. T'as pas de poids dans le vestiaire. Tu subis plus qu'autre chose. Donc, c'est à un moment donné, tu passais du rêve parce que c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, c'était l'équipe de France. Après avoir gagné des titres avec l'OM, on revenait du diable de Vauvert, et puis tu te retrouves dans un contexte comme ça, à la Coupe du Monde, où c'est lunaire, et tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir? Parce que il y a un peu des échos. D'accord, vous vous rendez pas du tout compte de on ne se rend pas compte. Il y a certains qui peuvent dire, qui disent qu'on devrait quand même sortir, mais on s'était mis déjà d'accord dans une réunion que tout simplement on allait saluer les supporters et puis on allait rester dans le bus. Après, Raymond Domenech est parti lire ce communiqué, qui est quand même assez lunaire. C'est fou. On ne se rend pas compte qu'on se dit que quelque part, notre boulot à nous, c'est d'être des professionnels, d'aller sur le terrain, de combattre tout ça, et puis qu'on a quand même des milliers, des millions de Français qui attendent parce qu'on avait perdu le premier match contre l'Uruguay. Ouais. Et puis derrière ce match contre le Mexique aussi. Donc on renvoyait une image détestable. Et donc quelque part, ça a été à un moment donné un moment très compliqué. Je m'en rappelle, j'étais dans le bus avec Abu Dhabi à côté de moi. On se parlait et puis on s'est dit mais qu'est-ce que c'est incroyable, quoi. On suivit puis voilà. Parce que vous êtes les nouveaux, vous pouvez rien dire, quoi. Vous êtes un peu les nouveaux tous les deux. Non, mais après, on aurait pu dire, bien sûr, parce que je me rappelle Pat, à l'époque capitaine, qui prenait son rôle très à cœur. Moi, j'ai toujours été proche de Pat. Et puis, parce que c'est un bon vivant, il nous fait rire. Et puis, il avait dit à tout le monde, s'il y a quelqu'un qui veut parler, il parle. Mais je te dis bien que j'allais pas dire non, moi. Moi, je pense qu'il va falloir. Il y a un moment on va faire des cupcakes et on va les distribuer aux supporters. Mais franchement, honnêtement, et puis il faut arrêter de dire. C'est facile de dire oui. Non, mais moi, je voulais rester. Bah, au final, on a fait comme tout le monde. On en a tous fait pareil. Ouais. C'est facile de dire on a pris tous la même décision. Même si peut-être au fond de soi, on aurait peut-être voulu. Non, on l'a fait. Et voilà, on va pas. Et puis, c'était une grosse erreur. Et puis, je me rappelle pas quand on est parti en vacances, il dit mais les gars, partez tranquillement en vacances. Tout celui qui va prendre, c'est moi. C'est moi. Et après, puis toutes mes vacances, je les ai passées. Je suis parti en vacances avec mon ex-femme. Et je me rappelle, j'étais toujours sur les réseaux, je regardais ce qui se disait et tout ça.
Ah, le stress. Ouais. Donc, tu n'as même pas pu profiter de tes vacances. Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle quand mes parents ils étaient venus, et ma soeur, et mon père et ma mère. Mon père, il m'a dit, mais franchement, t'es un petit con, quoi. Franchement. Ah non, mais moi, il m'a engueulé. Hein. J'ai dit, Bah ouais, ouais, mais mais papa, bon. qu'est-ce que je te dise? J'ai dit, mais, non, mais franchement, vous êtes des petits cons. Toi, t'es un petit con et vous êtes des petits cons. Et moi, ça m'a fait de la peine parce que Ouais. pour eux, tu vois, venir me voir en Afrique du Sud, première Coupe du Monde, de voir comment ça se Et en termine, plus, tu vois. Mathieu, il faut savoir qu'ils étaient dans le stade avec 36 000 vous là dans les Vous êtes oreilles là, tout le temps, quoi. Donc en fait, il y a à la fois le spectacle qui est horrible, mais incroyable. le stade est horrible. C'est Incroyable. vraiment Mais après, je incroyable. me suis dit que voilà, toute expérience était bonne à prendre. Et j'ai l'impression qu'on a fait 2 mois là-bas, quoi. On était, Ouais. Ouais. je me rappelle, on avait un superbe hôtel, tout était privatisé. Je me rappelle, on avait eu de la visite aussi de, comment elle s'appelle, comment elle s'appelle, Roselyne Bachelot, Roselyne Bachelot. ministre des Sports, ouais, qui Là. ensuite a bien politisé l'affaire. Ouais, ouais. Donc ça a été, non, ça a été, j'ai l'impression que ça avait dépassé le cadre du football, quoi. Et c'était le cas, quoi, parce que nous, on s'en rendait pas compte. Ça a complètement dépassé le cas du football, Ah, mais Voilà. complètement. alors, on va te Et- rassurer, en 1978, les Bleus font à peu près le même truc pour un problème d'Adidas, un problème de cirage et de publicité avec Adidas. Et pareil, ils prennent une action un peu collective qu'ils considéraient être de la résistance qui s'est un peu retournée contre eux. 20 ans plus tard, tout le monde a un peu oublié l'histoire. Donc bon, il Ouais, y a une bien bonne sûr. raison. Mais L'histoire bon, va l'oublier. après, ça a été une erreur, mais bon, Et je moi pense, j'ai vu des Mathieu, choses lunaires. J'ai vu des choses ouais, lunaires parce qu'à un moment donné, quand tu manges et que tu vois que ton sélectionneur il mange tout seul, c'est quand même assez incroyable, quand même. Et j'avais Alors l'impression ça, qu'il y c'est avait tout le après le match ou soutien. c'est au début? C'est après le Non, match contre le Mexique, non, ça, non, ou c'est dès le non, début? non, quand on séjournait là-bas, on n'avait pas une table véritablement que les joueurs, les 23. Chacun pouvait se Ouais, mettre par groupe de 4 ou de 5 ou de 6, ça dépend des affinités. ouais. Et bien sûr. j'ai vu Raymond Domenech manger seul, quoi. Je me suis dit, manger seul, ce sélectionneur, personne ne veut manger avec lui, ou c'est pas possible. Ouais. Incroyable. C'est-à-dire que tu savais déjà qu'il était condamné avant même que la compétition commence, ou est-ce que les joueurs... Alors ça paraît incroyable ce que je veux dire, mais est-ce que les joueurs Je l'ont sais pas. lâché Je avant ne même me que la posais pas compétition cette commence? question-là. Je me Ouais, posais pas cette question-là. Je me suis dit, il y a un réel problème dans cette équipe de France. Il y avait eu le problème de base du Capitanat, qui était ouais, au qu'il enlève départ, à Henry. Ouais, qu'il enlève à Titi, où il a des problèmes. Titi, apparemment, il lui avait dit, bon, voilà, il était à Barcelone, il avait dit, viens, tu joueras, et au final, il se retrouve, il ne joue pas. Donc Titi l'avait très ouais. mal pris. Il avait mis le brassard à William Gallas. Et après, William Gallas, il lui a retiré, donc il faisait la tête, William Gallas, quand on est parti faire un stage à La Réunion. Voilà, quand on joue la Chine, avant de Ouais. partir, on Horrible perd match. 0. Horrible match. Ouais. On Horrible. perd 1-0. Donc, il lui a enlevé le capitanat. Enfin, bon, déjà, ça partait dans. C'était compliqué, quoi. C'était Ouais. compliqué. Ce match Mais contre bon, la Chine, c'était le début pour moi d'un truc qui se passait hyper mal, honnêtement. Mais bon, horrible. c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Mais qui sont tes potes dans l'équipe de France, tes vrais potes en Oh, 2010? en 2010, moi, j'étais avec Pat. Oui. Il y avait Tonton Pat. Tonton Pat. J'étais avec Abu Dhabi, Bakary Sagna, avec qui j'ai de très bonnes relations. Bakary Ouais. Sagna. Voilà, c'est Ouais, à peu près. des joueurs d'Arsenal, hein. Tu préparais peut-être ton. Non, mais bon, après, c'est vrai que je m'entendais bien. Non, j'étais bien avec tout le monde, quoi. Mais j'étais vraiment plus proche de Pat et surtout de Malouda aussi. Malouda, j'étais très, Ouais. très proche. Et tu faisais des grosses parties de D aussi, hein, c'est ça? Ah ouais, en fait, de Perudo. Et Ouais. Ah oui. je me rappelle à chaque fois qu'on jouait au Perudo, mais c'est là où je me dis, c'est incroyable parce qu'on jouait des fois très tard et, et c'est retrouvé des fois que quand on perdait, celui qui perdait, ben, il devait aller chercher des desserts à tous les joueurs, quoi, 5-6 joueurs, quoi. Donc, ça prenait des glaces, ça prenait. Ouais, c'était. Je me suis dit, c'est pas Et- l'équipe de France que j'imaginais quand même au début, quand même, tu vois. ouais, c'était assez relax, ouais, assez roue Ouais. libre.
a été quand même une expérience, même si elle a été, on va dire, compliquée, mais je pense que c'était quand même toute expérience est bonne à prendre et ça m'a servi pour le futur. Comme moi, ma grande leçon, Mathieu, c'est il faut toujours laisser une deuxième chance à Mathieu Valbuena, parce que la première, c'est souvent une petite catastrophe, Ouais, et puis après, ça se passe vraiment bien. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, tu dis que Thierry Henry prend la parole parce que c'est sa dernière compétition. C'est triste d'ailleurs qu'il s'en aille vraiment sur Ouais. cette image un peu horrible. Qu'est-ce qu'il dit au groupe avant de partir? Tu vois qu'il en avait gros sur le cœur, tu vois. Mais il a voulu partir dignement. Il nous a dit qu'il avait vécu des moments incroyables en équipe de France et qu'il voulait nous remercier. Il a fait un discours très sobre. Très sobre. Il a été très. Mais tu sentis qu'il en avait gros sur le cœur, tu vois, et qu'il était quand même triste. Moi, mon ressenti que j'ai eu, c'est que il voyait pas cette fin comme ça. Mais c'est toujours pareil, quand on imagine une fin, c'est jamais celle qui se produit. Et donc, Ouais. tu voyais qu'il était triste, ben, parce qu'il s'attendait à. Je pense que quand Raymond Domenech il nous l'expliquait, quand Raymond Domenech quand il a appelé pour absolument venir pour cette Coupe du Monde là, et puis il lui a dit oui oui je vais te faire jouer. Et puis au final il n'a pas du tout fait jouer. Ça a été compliqué pour lui, puis compliqué aussi pour lui pour dire qu'il fallait stopper quoi. Est-ce que tu penses que Domenech avait pris Henry peut-être pour qu'il soit un petit peu le leader dans les vestiaires, dans les couloirs, pour qu'il cornaque un petit peu les jeunes un peu plus, les joueurs peut-être pour qu'ils profitent un peu de son expérience, peut-être pas sur le terrain, mais son Je, expérience de la compétition. Et est-ce que Henry a peut-être pas vraiment rempli son rôle? ouais, je pense que il a appris aussi pour ça, mais peut-être que il lui a dit des choses qu'il n'a pas peut-être tenues aussi. Raymond Domenech. Tu prends aussi Thierry Henry pour ça aussi, pour son vécu, pour son expérience, pour encadrer tout le monde, parce que c'est un leader, c'est une référence. Et c'est vrai que lui, il a peut-être pas voulu faire ça. Ouais. Il a peut-être pas voulu l'aider aussi à faire ça. Voilà. Le blâme, on l'a mis entièrement sur Domenech. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit scénario où on pourrait imaginer que Henry avait été pris pour qu'il encadre un petit peu les joueurs un peu plus jeunes et qu'il n'a pas du tout Oui, rempli son rôle? oui, je pense. Oui, non, mais j'ai répondu à ça. Oui, je Ouais. pense, mais c'est vrai que aussi, ça, je peux comprendre aussi cette démarche-là de Raymond Domenech, mais après, à savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit avant. Exactement. C'est que Domenech est venu à Barcelone pour parler avec lui et pour lui dire certaines choses qu'il n'a pas respectées. Euh, Après, ça, c'est des discussions qu'ils ont eues entre eux. Maintenant, il savait très bien, Titi, que c'était sa dernière compétition et que quelque part, déjà, il y avait eu une tension qui n'était un peu avec Raymond Domenech. Et le fait de ne pas accepter aussi de pouvoir jouer a permis aussi à, comment dirais-je, à Titi ben de ne pas l'aider aussi en amenant quelque chose dans le groupe, à mettre le groupe. Et c'est vrai que il s'est, Titi n'a pas, dans des décisions, dans des réunions, il ne s'est jamais interposé de rien du tout. Il a laissé faire. Ouais, il sentait peut-être le fiasco déjà. Mais est-ce que, sauf si effectivement Raymond Domenech est venu à Barcelone pour lui demander de manger avec toi, c'est peut-être le sujet. Ouais, bien sûr. Mathieu Valbuena, qui a maintenant 40 ans et qui revoit cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il aurait fait différemment, lui? Dans laquelle? Dans celle de 2010? Ouais, celle de 2010, ouais. La maturité et le recul de dire que on va trop loin et qu'il y aura des répercussions, même si on savait qu'il allait avoir des répercussions, mais pas autant que ce qu'on pensait. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a été puni, tout l'ensemble du groupe, à 2 matchs de suspension quand Laurent Blanc est arrivé. Bah, la première sélection en fait par Laurent Blanc, quand tu vois les Oui, joueurs sélectionnés, c'est bah oui. Oui. Et donc, du coup, non, j'aurais, avec du recul, si j'avais eu l'opportunité de Ouais. pouvoir
bien évidemment parler, discuter, de dire qu'on ne peut pas faire de telles choses dans une Coupe du Monde et avoir le recul nécessaire. Mais bon, après, tu sais, c'est toujours facile de pouvoir le dire après. On était tellement dans un cocon, dans un bunker, que en protégeant, on va dire, Nico Anelka, qu'on trouvait ça injuste qu'il soit évincé de l'équipe de France en plein milieu de la Coupe du Monde. Il fallait faire un coup marquant. On l'a fait. Je ne pense pas que ce soit de la meilleure des manières, mais c'était pour soutenir Nico, qui était très apprécié par le groupe et qu'on trouvait ça injuste, tout simplement. Ouais, mais ce qui est marrant, Mathieu, c'est que je pense qu'une partie du truc complètement surréaliste, c'est tes histoires de quart. Parce que tu fais la même chose, mais tu restes dans les vestiaires, c'est pas du tout la même chose. T'es dans ton club, tu veux pas t'entraîner, tu restes dans les vestiaires, voire tu te casses chez toi. Je pense que la réaction sera différente. L'histoire du bus, un peu bunker, c'est le côté un peu ridicule du truc. C'est ça qui est paradoxal. Mais Domenech, c'est la déclaration de Ribéry aussi qui est un peu pas du tout préparée. Voilà, après, c'est vrai que chacun un peu est parti. Je sais qu'à un moment donné, Franck est parti. Il a presque pleuré à Téléfoot. Ça a été à un moment donné un moment compliqué. J'ai l'impression que chacun veut essayer de sauver sa peau. Je sais pas. C'était un peu compliqué. Mais de toute façon, Raymond Domenech et même Robert Duverne avaient senti le truc quand on est monté dans le bus. La plupart, ils avaient les baskets. Et Raymond Domenech, il a dit: faites pas ce que je pense. Ne le faites surtout pas. Et nous, on était lancés dans ce truc-là, quoi. Était lancés dans ce truc-là, quoi. Donc, c'est vrai qu'après, à un moment donné, c'est compliqué de pouvoir faire machine arrière. Et puis voilà, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça. Il y a peut-être un scénario alternatif qui pourrait être écrit par des scénaristes hollywoodiens où l'équipe se resserre et tu vois qu'il y a une vraie solidarité qui naît entre les joueurs et que du coup, la France bat le Mexique. Et puis, voilà, exactement. La France bat le Mexique. Le groupe est hyper soudé. C'est un peu vous contre le reste du monde. Et puis ensuite. Interdiction des Vuvuzela au dernier match. Ah voilà, parce que ça, là... c'est vrai. Et malheureusement, c'est pas arrivé. Ouais. Et donc, retour en France un peu dur, j'imagine. Enfin, tu disais tes vacances qui se passent pas hyper bien. Retour un peu dur. Tu reviens quand même en équipe de France avec un nouveau sélectionneur, Laurent Blanc. Système différent. Toi qui as joué quand même une cinquantaine de matchs en équipe de France, c'est quoi ton meilleur souvenir sous le maillot bleu? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est cette double confrontation contre l'Ukraine. Match de barrage. Parce que tu sais, c'est 2013. 2012, tu te fais éliminer en l'Euro contre l'Espagne en quart de finale avec Laurent Blanc. On reste toujours dans l'image de 2010. 2012, aussi des grosses personnalités, des problèmes avec Laurent Blanc, avec Atem Ben Arfa. Compliqué, quoi. Toujours l'équipe de France, pas une bonne image, pas soutenue pas trop par son public. Il y a vraiment comment te dire, un désaveu du public, tu vois. Un désaveu du public. Et c'est vrai que 2013, tu fais ce premier match en Ukraine où tout le monde nous voit passer déjà et tu perds 2-0. Et tu perds 2-0, tu vois pas le jour. On prend un rouge, Koscielny prend un rouge, c'est ça, c'était Koscielny. Ouais, Koscielny prend un rouge. Et puis, j'avais pas joué, je m'en rappelle, j'avais été énervé aussi. Et puis, le retour, on fait la remontada. Et sincèrement, je vais te dire, le match où j'ai eu le plus de pression avant un match, où j'ai senti la plus de pression autour d'un match, c'est ce match-là. Ah ouais? Dans toute ma carrière. Ah ouais? Ouais. Et alors, pourquoi? Parce qu'on était attendu au tournant. On était attendu. Tu imagines, tu fais 2010. Ouais, 4 ans après, tu as une Coupe du Monde au Brésil et tu la fais pas. Ouais. C'est chaud. C'est chaud quand même. Et si tu regardes bien, c'était le début de l'ère Deschamps jusqu'à maintenant. Ouais, ça a été, on a reconquéri le cœur des Français à partir de ce match-là. Bah, clairement, il n'y a pas ce match, il n'y a pas 2018. Il n'y a pas ce match, c'est sûr. Peut-être qu'il n'y a pas tout ce qui se passe après. Parce qu'après, derrière, il y a eu quoi?
il y a eu la Coupe du Monde bien réussie. D'accord ? Tu te fais éliminer en 2014. Derrière, tu as 2 ans pour préparer ton Euro chez toi. Tu fais une finale. Et après, tu gagnes la Coupe du Monde 2018 et après, tu continues comme ça. Et je pense que ça a été le début d'un. Et puis, moi, je me rappelle, j'ai joué des matchs au Stade de France, il n'y a pas une ambiance. Hein. Ouais, c'était horrible. Dans une époque, Laurent Blanc, Didier, à ses débuts, terrible. Ouais. Alors, pas du tout terrible. Alors, franchement, un désamour. Même pour te dire, t'entendais le téléphone des gens sonner. Donc, à un moment donné, c'est vrai. Ouais. C'est Stade Louis II, ouais. Ah non, c'était dur. C'était compliqué. C'est vrai que ça a été un moment charnière. Ça a été un moment charnière et la communion qu'on a eue et l'ambiance qu'il y a eu au Stade de France, a été un moment donné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on n'est pas au Stade de France là. C'est la fin de ce premier volet consacré à Mathieu Valbuena. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on va parler des sujets un petit peu délicats que Mathieu va aborder avec énormément de franchise, d'honnêteté et de courage. On va parler bien entendu de l'affaire de la vidéo, on va parler de son retour à Lyon, on va parler de l'équipe de France, de plein d'autres choses encore. Un épisode passionnant avec Mathieu Valbuena. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver comme toujours sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, où on a une très très belle chaîne YouTube avec plein de vidéos, et aussi notre site web www.lepodcastdeslégendes où vous pourrez trouver des chouettes articles, notamment ceux de Johan Sonek, sur plein de sujets variés qui, je pense, vous passionneront. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes.